Ça y est, enfin, la voilà la vidéo sur l'intégrale du CAC 40, la vidéo que vous attendez tous et qui va nous permettre de faire une analyse fondamentale, analyse technique, ainsi que les dividendes sur chacune des actions du CAC 40. Je vous donnerai mon ressenti sur les perspectives de 2025 et puis on fera aussi un petit coup dans le rétro pour voir ce que je pensais cet été. En bref, c'est l'outil parfait pour faire votre plan de trading sur les plus grosses actions de la cote française pour tout le début de l'année 2025. Allez, c'est parti pour le 4e épisode de l'intégrale du CAC 40, c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle du CAC 40, indice phare des actions françaises, qui est composé de 40 valeurs. Et on va toutes les étudier aujourd'hui. Mais tout d'abord, on fera une analyse de CAC 40 lui-même, de toute l'année 2024. Et puis on essaiera de faire une perspective sur l'année 2025. Alors qu'on enchaînera très rapidement sur l'analyse de ce que j'avais dit cet été. Puis on fera un petit coup dans le rétro de voir si ce que j'avais préconisé, ce que j'avais dit était intelligent et s'il y a une performance à obtenir en fonction de ce que je raconte. Et puis une fois ce préliminaire terminé, on attaquera directement les 40 actions du CAC 40 et on fera une étude individuelle de chacune d'entre elles, avec évidemment une partie fondamentale, une partie technique comme on le fait d'habitude, et puis aussi une partie dividende. Et puis je vous donnerai évidemment mon ressenti, mes perspectives pour tout le début de l'année 2025, afin que vous puissiez faire des plans de trading et vous intéresser peut-être aux bonnes valeurs et peut-être pas à celles qu'il faudrait éviter. Voilà, c'est le programme simple mais efficace de cette vidéo, le 4e épisode de l'intégrale du CAC 40. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter l'information, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme de 2024, qui s'arrête évidemment au 31 décembre et qui reprendra à zéro au 1er janvier avec de nouvelles valeurs certainement. Et ce portefeuille, il a fait une performance annuelle de 54% au mois à ce moment, donc on peut peut-être aller chercher le 57 ou voire 60% de progression, ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce que vous devez retenir, c'est que cette stratégie que j'enseigne aussi à travers une formation, eh bien c'est une stratégie qui porte ses fruits, parce que vous allez voir que sur le CAC 40, les performances sont pas aussi intéressantes. Mais bon, on va voir si j'avais raison sur ce que je vous proposais. Ce sera dans la suite de ce préliminaire. Un préliminaire sur lequel je voudrais juste vous dire que le CAC 40, c'est d'abord, il faut quand même comprendre ça, c'est d'abord une salade de fruits. C'est un mélange d'actions diverses et variées. C'est d'abord le support sur lequel s'appuie un indice, s'appuie tout ce que vous pouvez faire sur les indices. Ça s'appuie sur une communauté d'actions avec divers secteurs d'activité, diverses problématiques, et le CAC 40 n'est pas exempt d'avoir des problématiques diverses et variées qui soient différentes d'un autre indice. C'est ce qu'on a vécu cette année globalement par rapport au DAX allemand, mais aussi par rapport aux indices américains. Et quand on voit ce qui s'est passé sur le CAC 40 cette année, eh bien ça doit vous faire réfléchir à une seule chose: est-ce que je dois rester sur la France? Alors évidemment, en France, il y a pas mal de choses intéressantes, mais élargir son horizon, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir des nouvelles performances, des performances différentes, une lecture différente, et c'est tout ce que cette chaîne vous propose. C'est pour ça que je vous propose déjà de vous abonner, de mettre des commentaires sur ce que vous ressentez de ce que je viens de vous dire, et pourquoi pas de continuer l'aventure avec cette chaîne, qui est peut-être, je crois, la seule chaîne qui vous fait une proposition sur l'ensemble du continent européen. Et sachez-le, je vous mets une petite stat, juste ici, une stat qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà la performance des indices, c'est des ETF, mais voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est entre les indices américains en enlevant Nvidia, juste la valeur Nvidia, et la performance des indices européens. Tout simplement, vous remarquerez que c'est aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et pour une simple et bonne raison, c'est qu'on vous fait voir juste un arbre, un gros arbre, qu'il soit très clair, mais un arbre qui cache une grande forêt qui n'est pas aussi extraordinaire que vous pourriez croire sur les États-Unis. L'Europe, c'est magnifique, l'Europe, c'est formidable, et aujourd'hui, on va se concentrer sur la France, parce que la France est aussi très importante, et on va voir que toutes les conséquences, je dirais, d'une vie qu'il y a eu sur la France cette année, et on pourra tirer des conclusions sur
qu'est-ce qu'on ressent sur 2025, et vous allez voir que ma perspective pourra peut-être vous étonner, mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est ma conviction, et puis on verra bien si ça s'exécute, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Et pour ça on va regarder directement le graphique du CAC 40, et puis on va faire l'analyse un petit peu de ce qui s'est passé, et faire une autre perspective pour les prochains mois. Allez, c'est parti. Et la première des choses que je vais faire, c'est un truc que je ne fais jamais sur la chaîne quand je fais mes hebdos, c'est de vous compter l'histoire du CAC 40, mais en bougie annuelle. Et voici l'année, à 15 jours près, l'année que va nous proposer le CAC 40. Mais regardez bien, la forme de cette bougie. Une longue mèche, un petit corps. Bon, il y a une mèche aussi en dessous, c'est rare qu'il y ait sur une bougie annuelle, pas de mèche de chaque côté. Mais regardez bien, vous la retrouvez où, cette forme graphique annuelle? Ici. Et ici. C'est les mêmes. Je vous laisse deviner ce que je pourrais penser de manière annuelle sur le CAC 40. Je sais, c'est choquant, ça vous surprend, c'est peut-être le début de, je sais pas, j'en sais strictement rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument être au clair avec la situation de cette bougie qui est en train de se former sur l'annuel du CAC 40. Et on voit très bien les conséquences que ça a eu les 2 fois où c'est déjà arrivé. Allez, on va les voir en mensuel, ce qui est un peu plus intéressant quand même. Donc c'était l'opportunité dans cette vidéo de remettre à jour le caractère mensuel de ce graphique, donc sur très longue période, et on a effectivement dans l'année été chercher, je dirais un plus haut historique qui a été renvoyé assez violemment, on va en reparler tout de suite après, mais on avait fait un plus haut historique par rapport à ça. Bon, on verra bien la suite des événements, mais hop, j'agrandis, on a été ici et on regarde. Alors je vais vous faire une première réflexion, c'est qu'on est... Il me semblerait que depuis le crack du Covid, on serait en train de respecter un couloir avec ces bornes ici qui ont été très clairement inscrites, et au-dessus, ici et ici. On voit aussi que c'est très pertinent sur ce niveau-là et ces niveaux-là, donc pour moi ce couloir est assez valide. Et j'ai un problème avec ce couloir. Ce problème avec ce couloir, c'est qu'il n'a pas été touché sa borne haute. Et généralement, pas toujours, généralement la réaction sur la borne basse, eh bien elle risque d'aller passer en dessous. Alors c'est possible pour être réintégré et que ce couloir devienne autre chose. Pas du tout interdit parce qu'il est quand même accélérateur de manière très très forte. D'ailleurs, je vous donne l'idée que je pourrais avoir sur un nouveau couloir haussier immédiatement. Voilà, je vous le mets ici vraiment en pointillé, hein, on verra bien, enfin pas en pointillé, mais ce serait un impact ici, un impact là, et dans ce cas-là, notre couloir il sera bon. Mais à vrai dire, c'est pas celui-ci qui serait bon, ce serait un qui serait moins pentu, ce qui n'est pas bête. J'enlève tout de suite pour un peu plus de clarté. Ceci étant dit, nous avons fait un rebond un peu n'importe où, si on considère que ce couloir est bon, et on est en train de repartir à la hausse sur le mois de décembre, et on verra bien comment ça termine. Ça, c'est pour la clôture, je dirais, de cette année, et évidemment, on va aller voir un hebdomadaire pour terminer notre analyse. Et voici le graphique en hebdomadaire, donc on retrouve nos 2 couloirs, hein, celui qui est haussier dans lequel on est en train de se promener, et puis le grand couloir, long terme que nous avons ici, où on est en train de travailler le haut de ce couloir. La flèche violette, c'est le début de l'année 2023, donc on va s'intéresser à ça. Donc on a une accélération au début, jusqu'au mois de mai, hein, où on a fait un double top. Je monte une fois, je corrige, je remonte exactement à ce niveau-là, et ensuite je recorrige. Comme par hasard, le mois de mai, c'est Sell in May and Go Away, et la saisonnalité je dirais, du CAC 40 là-dessus a été magnifique, puisque généralement c'est correctif vers le mois de mai jusqu'à, normalement, on va dire, octobre-novembre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de novembre? On a un rebond technique et on est fin novembre. Et on est en train de travailler de nouveau, peut-être pour rebondir plus loin, et jusqu'au mois de mai, peut-être aller revenir sur les 7-8 000, peut-être pas. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons une zone ici de travail qui est intéressante sur l'hebdomadaire que je trouve pertinente, et on a une oblique ici qui est très très importante puisqu'elle a plein de points de contact et qui sont anciens et qui se retrouvent ici. Donc osciller aujourd'hui pendant encore quelques semaines, quelques mois entre les bornes, on va dire 7040 et 7882, 7900 on va dire pour être simple, avec une exagération autour des 8000, voire aller rechercher le plus haut historique, c'est pas interdit. Par contre, je vous rappelle la bougie que nous avons vue sur l'annuel qui est quand même assez révélatrice. Alors, le temps qu'elle s'exécute, ce sera peut-être qu'au mois de septembre de l'année prochaine, hein, donc on a encore du temps, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une oblique ici qui, si elle est encore respectée, va nous rendre la situation très difficile puisqu'elle casserait vers le bas et irait chercher très rapidement, à mon avis, les 6200 points, voire 6124, 6100. Et je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'opposition. Alors, à quel horizon de temps, j'en sais strictement rien. Je suis plutôt partisan actuellement d'être dans la neutralité avant d'entamer une nouvelle baisse. Une nouvelle baisse qui nous emmènera où, je ne sais strictement rien, puisque bon,
évidemment que dans les scénarios qu'on a sur 2024, on ne peut pas envisager l'effondrement du pays, l'effondrement du CAC 40, mais parce que tout simplement le CAC 40, il faut savoir une chose sur le CAC 40, c'est que le CAC 40, il représente à hauteur de 83% un chiffre d'affaires extérieur à la France. Le CAC 40, c'est des entreprises internationales. Donc, à vrai dire, j'ai envie de vous dire, pour moi, internationalement, tant qu'il n'y a pas quelque chose de gravissime qui se passe, nous avons une latéralisation potentielle à constater. Pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, vous savez très bien que j'ai aussi une idée, je dirais, technique, qui est de dire ça, c'est une épaule, ça, c'est une tête, et ça, c'est une épaule. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas tout à fait au même niveau. Oui, j'appelle ça les bossus de Notre-Dame. Oui, je vous rappelle que le bossu de Notre-Dame, il est bossu, hein, tout simplement. Donc c'est bossu, hein, c'est pas tout à fait parallèle, mais bon, voilà, ça peut permettre de repartir vers le bas, et ce serait validé avec une cassure en bas, qui nous donnerait une baisse de l'ordre de 800 points, et quand vous êtes à 7000, bah, vous allez à 6002. Donc c'est à peu près cohérent, je dirais, techniquement. Donc vous voyez, hein, vous pouvez agrandir comme ça, vous faites comme ça ici, alors peut-être que ça ne voudra pas repartir et que ça ira chercher en bas, on verra bien. Mais dans l'année, il n'est pas interdit d'aller chercher beaucoup plus bas, sur des stress qui sont plutôt macroéconomiques et je dirais plutôt de nature internationale que de nature française. Parce que bon, il faut quand même le dire, la baisse qu'on a eue à partir du mois de mai, jusqu'à à peu près actuellement, jusqu'à la fin de l'année, elle est quand même due à l'instabilité politique aussi, qui fait que quelques valeurs sont quand même impactées. Il y a quand même quelques inquiétudes sur la France, notamment sur sa dette, sur un tas de choses diverses et variées. Mais à vrai dire, l'impact que vous avez sur les marchés financiers de certains errements politiques, pour pas dire autre chose, c'est plutôt sur la dette et donc sur les taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui influencent effectivement les actions. Ça, c'est la première chose. Mais c'est les écarts entre les taux d'intérêt, en l'occurrence allemand, mais aussi par rapport au taux d'intérêt des autres pays, et le pays en question. Et c'est là où ça se passe. Et les écarts sont plus importants en ce moment entre la France et l'Allemagne, par exemple, ou même avec l'Italie. À partir de ce moment-là, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Le problème franco-français n'est pas vraiment dans le CAC 40. Le vrai problème franco-français, c'est la mauvaise santé, la très mauvaise santé de la Chine. La Chine est un énorme consommateur du secteur du luxe. Et il se trouve que dans le CAC 40, vous avez à peu près 20% de la composition du CAC 40 qui est du luxe. Et à partir de ce moment-là, le luxe a été très fortement impacté. Et puis il y a aussi des spiritueux, notamment le cognac. Mais globalement, le secteur du spiritueux a énormément payé. À partir de ce moment-là, vous avez une baisse. Si vous avez un retour de la consommation chinoise dans les semaines qui viennent, on repartira vers le haut. Donc c'est plutôt la Chine qui va impacter le CAC 40 que, je dirais, un problème politique franco-français. Alors, ça fait des stress de marché, hein, mais c'est plutôt sur les indices mid, small, etc. que vous allez avoir les impacts. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on a vu qu'en annuel, c'était extrêmement inquiétant, puisqu'il y a déjà des historiques, mais bon, est-ce qu'on revivra la même chose que les autres fois ? Il faut juste se poser la question de si ça arrivera et quel est le moment, quel est l'événement qui déclenchera et que l'on constatera dans le graphique. Pour l'instant, on est neutre. Je dirais que les scénarios sur le CAC 40 sont établis techniquement, on a vu ça. J'ai plutôt l'idée d'une neutralité avec une potentialité d'aller décrocher, d'aller chercher plus bas, d'aller chercher 6000, 6002 à horizon de l'année 2025. Mais c'est pas gagné, ça peut être 2026. On verra bien. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire que personnellement, en aucun cas, je suis investisseur de manière structurelle sur le marché français. Parce que j'ai ces risques. Et il se trouve que dans les small et les mid, qui sont associés quand même un petit peu au CAC 40, qui l'influence un petit peu, eh bien c'est la même chose. Mais là, je suis beaucoup plus en questionnement par rapport à l'instabilité politique française. Et c'est ça qui fait qu'en France, j'ai beaucoup plus de difficultés. Et même si on fait une vidéo spéciale CAC 40, sachez que c'est parce que vous allez aller dans d'autres pays en Europe que vous allez obtenir des intérêts différents, vous allez voir des choses différentes et vous allez pouvoir investir sur des pays qui sont beaucoup plus sains. Il faut savoir une chose, c'est que la zone au monde où il y a le plus de places financières différentes, plus d'économies différentes dans le même fuseau horaire, c'est l'Europe. L'Europe, vous avez à peu près, moi je travaille à peu près une douzaine de places financières différentes et j'ai toujours des pays qui vont mieux que d'autres. Et à partir de ce moment-là, la France, c'est pas très grave pour moi que ce soit en difficulté. Mais on va travailler toutes ces valeurs, si vous voulez bien, dans la suite de la vidéo. On va travailler les 40 valeurs de manière individuelle parce que, évidemment, chacune ont une vie différente et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Mais on va commencer d'abord pour faire un petit coup dans le rétro, une rubrique habituelle dans les hebdos, mais un petit coup dans le rétro pour aller voir si tout ce que j'ai raconté au mois d'août, le 9 août exactement, c'est vérifié ou ça s'est pas vérifié. Vous allez voir qu'il y a des erreurs et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à mon caractère, je dirais, engagé, où je dis
je suis positif, je suis plutôt négatif, ou je dis je suis neutre positif ou neutre négatif. Et on va faire le bilan, on va regarder ce que ça a donné, et on verra si ça surperforme par rapport au CAC 40, puisque sur la période entre le 9 août 2024 et aujourd'hui que j'enregistre le 18 décembre 2024, le CAC 40 a fait plus 1,5%, donc il a quasiment pas bougé. On va aller voir si ce que j'aimais a fait mieux, et ce que j'aimais moins a fait moins. Et vous allez voir que c'est riche d'enseignements. Et on va aller voir donc le résultat de l'ensemble de ces valeurs. Donc vous avez toute la liste qui se défile à vous. Et globalement, j'ai fait la moyenne des performances. Et on obtient quoi? Depuis ce moment-là, on obtient 1,95. Donc première constatation, ce que vous pouvez retenir déjà de ça, c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre équipondération totale, c'est-à-dire que tout le monde pèse le même poids, puisque c'est le cas là de ce calcul, par rapport à ce calcul du CAC 40 où chacun a une pondération différente, puisque bah voilà, je crois que certaines valeurs valent même pas 1% dans le CAC 40 et d'autres en valent 10, voire un peu plus. Et bien vous voyez, ça fait à peu près la même chose, donc il n'y a pas vraiment d'écart, mais ça a légèrement surperformé si on fait une moyenne globale. L'idée c'est de savoir si les dossiers sur lesquels j'étais positif sont meilleurs que 1,95% de progression. Il y avait 7 actions sur lesquelles j'étais vraiment positif depuis cette période-là, depuis le 9 août 2024. À peu près 4 mois et demi, 5 mois plus tard, nous voici avec un résultat assez sympa quand même, ça fait 7,67% mieux, donc on est 5% surperformant par rapport à ce que le CAC 40 a fait dans le calcul précédent. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a pour l'instant qu'une seule erreur, c'était les performances, mais voilà, il se trouve que bon, dans d'autres émissions, j'avais dit que je trouvais que autour de 80, c'était le bon point. On est à peu près à 80, on verra bien dans la suite. Mais sinon, vous avez une performance globale de toutes ces valeurs-là que j'avais dit, j'étais très positif. Et finalement, si vous aviez fait votre petit ETF Ricardo des valeurs positives, vous auriez fait 7,67%, ce qui est beaucoup mieux que le CAC 40, et on surperforme de l'ordre de 5,7% le CAC 40. Voilà, donc contrat réussi avec une valeur qui est un peu en difficulté par rapport au moment où j'en ai parlé, mais moi je reste très positif sur Téléperformance, je vous le dis par avance. Et c'est mon petit pari de la rentrée, j'en ai même parlé sur des chaînes de télé. Et puis on va comparer maintenant, si vous voulez bien, celle où j'étais très négatif. Donc il y avait 11 valeurs où j'étais pas du tout fan, et on a fait une performance de moins 3,65%. Vous avez le détail ici avec deux erreurs, enfin deux valeurs qui sont montées alors que je pensais qu'ils allaient baisser, mais on va revenir dessus. Et 3,65%. Et bien c'est très simple, vous faites moins 5,7 à peu près. C'est-à-dire que c'est exactement la performance moyenne du CAC 40 est exactement à équidistance de la performance de celle que j'aimais pas et la performance de celle que j'appréciais. Donc dans un cas, vous surperformez d'un peu plus de 5% la moyenne des performances du CAC 40, et dans l'autre cas, vous sous-performez d'à peu près aussi 5, un peu plus de 5%, les performances des valeurs du CAC 40. Donc à vrai dire, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais sur des grosses mémères comme ça, on peut pas avoir des écarts très importants. Mais en 5 mois, un peu moins de 5 mois, il y a 5% de mieux dans les valeurs que j'appréciais et 5% de moins bien dans les valeurs que j'aimais pas. Donc en gros, très simplement, ça vous fait dire quoi? Déjà, les ETF sur le CAC 40, c'est du n'importe quoi, ça vous fait pas faire la performance, ça vous fait faire la moyenne. Et la moyenne de la moyenne, des bons et des mauvais. Si vous éliminez les mauvais, c'est déjà beaucoup mieux. Si vous gardez que les bons, c'est beaucoup mieux. 7% sur 5 mois, je vous laisse voir, sur une année, ça fait, on extrapole, ça fait un peu plus de 17-18% à peu près, ce qui est vraiment très important pour ceux qui sont sur des investissements différents, et on n'intègre évidemment pas les dividendes, puisque le CAC 40 présenté comme là, était un CAC 40 sans les dividendes. Alors évidemment, il y a des erreurs, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait notamment une erreur sur Société Générale. À vrai dire, je renie pas du tout ce que je dis. Simplement, il se trouve que Société Générale, moi je pense qu'on va changer d'avis, mais on va être dans la notion de spéculation, ce qui est pas du tout du fondamental. Spéculation de quoi? De la vente de Société Générale, d'une OPA sur la Société Générale. Donc je pense qu'il y aura un comportement sur la Société Générale qui sera un peu particulier cette année, et on l'a constaté dans cette accélération. C'est-à-dire qu'il faut aussi lire les raisons pour lesquelles il y a eu un mouvement positif sur une valeur que moi j'étais négative, mais il n'est pas interdit que dans l'année 2025 elle disparaisse pour être rachetée. Alors par qui, on verra bien. Ce sera pas une française, ce sera certainement une banque étrangère, parce que il n'y a pas possibilité, les réseaux bancaires seraient totalement dilapidés, puisque ils sont tous présents sur toutes nos communes, et donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux que ce soit un Italien, un Allemand, un Suisse qui rachète cette société là.
Voilà, c'est jamais vraiment remis de ce que Jérôme Carriel avait fait. Et puis ArcelorMittal, j'ai regardé un petit peu vite fait, on regardera de nouveau. Bon, je suis pas spécialement inquiet sur mon diagnostic, je pense que elle a pas non plus donné grand chose. Elle est très volatile, hein, donc 13% au-dessus, 13% en dessous, pour elle, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, il y a pas grand chose à dire sur le sujet. Donc ouais, les autres, sinon, 9 sur 11 quand même, on avait à peu près vu les choses. Il faut dire qu'il y en a quelques-unes qui étaient pas, ça se voyait pas comme ça, hein, mais Total, fallait le sentir qu'elle allait prendre moins 15%. Hein, et elle l'a pris. Hein. Donc voilà pour nos valeurs qui étaient très positives et puis d'autres qui étaient un peu négatives. Puis on va aller voir ce qu'on avait vu aussi dans les neutres. Les neutres, c'est pas très intéressant, parce que globalement, je vous le dis, elles ont fait comme le CAC 40, elles sont neutres. Voilà, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est on va injecter en plus dans les notions positives, celles que j'étais neutre positif et celles où j'étais neutre négatif. On va regarder ça tout de suite. Vous allez voir, c'est intéressant de voir la comparaison. Donc d'abord, les valeurs sur lesquelles j'étais plus ou moins neutre positif, on a rajouté Accor, Capgemini, etc. Celle-ci ici. Et vous voyez que le taux de réussite, entre guillemets, il est beaucoup moins important. Hormis Accor qui a fortement rebondi, on peut pas dire que ce soit extraordinaire, hein. Une qui baisse, une qui monte, une qui baisse, une qui monte, et la performance est légèrement inférieure. Donc finalement, se concentrer uniquement sur lesquels on a une grosse conviction est beaucoup plus intéressant, ça fait moins d'argent, moins dilapidé d'argent. Alors c'est plus sécure parce que vous avez un peu plus de valeur, mais entre nous, bon, voilà, c'était pas extraordinaire. Accor, j'étais assez positif, mais j'ai pas dit positif, j'ai dit neutre positif, donc voilà, je la considérais. Sinon, on l'aurait mise au-dessus et ça aurait été encore mieux. Mais l'objectif, c'est pas spécialement de vouloir faire transformer les chiffres. C'est on constate ce qui a été dit et vous pourrez aller vérifier évidemment dans la vidéo précédente. Donc pas vraiment d'intérêt à avoir des valeurs neutres positives, en tout cas dans ce que j'exprime ici. On va aller voir les neutres négatifs s'ils ont influencé la performance des négatives de manière importante. Et les neutres négatives, les voici, je vais vous le faire voir. Hein, c'est à partir de Airbus qui elle a remonté, hein, donc neutre négatif qui finalement a continué à monter. Et puis on se retrouve dans une situation où globalement il y a quasiment rien qui se passe, sauf certains dossiers qui montent un peu, qui baissent un peu. Mais globalement, c'est un peu plus positif. Et les neutres négatifs se sont retrouvés à aider à remonter la moyenne des valeurs sur lesquelles j'étais pas très positif. Mais ça sous-performe quand même la moyenne du CAC 40 qui était à 1,95 de mémoire. Et qui fait que il faut rester relatif par rapport à ce que je raconte. Hein, je peux me tromper, etc. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que si vous disiez, ce qu'il faut absolument pas faire, hein. Il y a un disclaimer qui va apparaître juste après ici. Il faut pas acheter aveuglément, faut acheter sur des signaux techniques, puis voir si ça réalise comme on avait espéré. Faut surveiller ces actions. Il faut être investisseur dynamique. C'est ce que je propose dans mon service d'abonnement. C'est ce que je propose à apprendre à mes élèves. Mais faut pas faire plus que ça parce que vous voyez bien que j'ai parfois tort. Et des tendances peuvent continuer. Hein. Les dossiers sur lesquels j'étais plutôt négatif, c'est parce que je pensais qu'il y aurait une pause. La pause n'est pas vraiment venue pour elle, alors que le CAC 40 a corrigé depuis l'été, enfin pas vraiment, puisqu'il est resté à plus 1, mais plus 1,5, mais il y a eu des corrections, mais finalement ces valeurs-là ont tiré le CAC 40 vers le haut, plus que ce que j'aurais pu penser. Je pensais qu'ils allaient plutôt stabiliser, neutre négatif, neutre tendance à corriger. Ce qui veut bien dire que les tendances lourdes des actions qui montaient n'a pas été vraiment invalidée pour l'instant, ça s'est pas vraiment retourné, c'est pour ça que je reste sur le CAC 40, je reste modéré et plutôt en neutralité globale. Ce serait intéressant de voir si les valeurs où on est positif à un moment donné font un chiffre négatif, c'est là où vous verrez, vous vous rendrez compte que le CAC 40 lui aura bien dégringolé, puisque si vous avez l'ensemble du CAC 40 qui baisse, vous verrez que c'est dû au fait que l'ensemble des actions baissent, celles qu'on aime bien, celles qu'on trouve qui ont encore du peps, et puis celles qui en ont plus. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que le paradigme sur le CAC 40 changera et l'ambiance de marché changera. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ambiance de marché, malgré la correction franco-française, qu'on a expliqué tout à l'heure, eh bien, elle n'a pas vraiment influencé les bons dossiers et les mauvais dossiers de manière particulière. Il y a une distribution qui se fait, ce qui monte, ce qui baisse, et ce qui n'a rien à faire ne bouge pas. Et donc, il n'y a pas eu de changement de paradigme, finalement, globalement, sur le CAC 40. On va l'étudier, si vous voulez bien, maintenant, toutes les valeurs les unes après les autres. Mais ça, ce sera juste après le disclaimer. Et un truc très important qui s'appelle la biblio. Pour tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, la biblio, ça vous permet de trouver des valeurs différentes du CAC 40 sur l'ensemble de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai créé cette chaîne. Ça fait maintenant 2 ans. Et il y a à peu près, je crois, 500 actions qui sont à votre disposition. Et vous les trouverez dans une vidéo ou une autre grâce à la biblio. Et la biblio, c'est juste maintenant. Allez. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis.
Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Donc voilà pour la biblio, et je rappelle que je ne fais dans ces valeurs que des actions éligibles au PEA dans toute l'Europe. Allez, on va attaquer la première valeur du CAC 40, c'est Accor, sur laquelle on avait été neutre positif, et on va regarder où on est rendu. Vous allez voir qu'elle a très fortement monté. Allez, c'est parti. Et donc sur Accor, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate sur la première valeur du CAC 40? C'est qu'on a une grande accélération ces derniers temps. Ici, nous avons 30 années de graphique, et c'est vrai que c'est depuis 2022, enfin à vrai dire depuis le Covid, hein, c'est en train d'accélérer très fort, ce qui n'est pas illogique, mais franchement là ça a bien continué, c'est très intéressant, mais on va revenir dessus. On va regarder déjà sur 30 années, c'est est-ce que patrimonialement, vous auriez gagné beaucoup d'argent en profitant des dividendes réinvestis dans l'action. Alors effectivement, hein, c'est beaucoup mieux et on est au sommet historique en termes de patrimoine. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur les dividendes qui vous permettra de comprendre ce que je viens de faire. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que patrimonialement, vous êtes passé de ce niveau-là à ce niveau-là, alors que le graphique, lui, n'est pas tout à fait dans la même logique, puisque là, on réintègre les dividendes comme si vous rachetiez des actions avec les dividendes réinvestis, ce qui fait que le dossier est beaucoup plus haussier actuellement. On fera l'analyse sur toutes les valeurs les unes après les autres. Allez, pour l'analyse technique, par contre, on enlève les dividendes et on revient au graphique précédent. Donc, tout simplement, Accor, on est haussier, c'est très intéressant, et on n'hésite pas à dire que là, c'est extrêmement bullish, et je ne vois pas pourquoi ça continuerait pas à monter. Ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que graphiquement, ça n'a pas été extraordinaire au niveau mensuel d'avoir noté tout ça, parce que ça a tout transpercé sans trop se poser de questions. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose d'autre à dire sur le sujet. Alors, hebdomadairement, on retrouve cette accélération depuis cet été. Donc, on avait rebondi, on avait dû faire l'émission à peu près ici. Donc, ça a bien monté fort, hein, 38% je crois de mémoire, hein, ça a remonté. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y avait des couloirs haussiers qui sont en train de se mettre en hebdomadaire, qui sont en train d'être respectés. Est-ce qu'on ne serait pas en train de taper dans celui-ci qui serait amené à faire une correction du titre vers tout ce qui n'a pas été respecté là. À vrai dire, j'agrandis, j'avais fait cet oblique ici, on l'a bien vu en mensuel, et ici, ça a transpercé, ça n'a pas beaucoup travaillé dessus, hein, entre nous, hein, ça n'a pas vraiment pris en compte. C'est généralement synonyme qu'on va aller revenir tester en pullback la valeur dont je vous parle. Et actuellement, hop, j'agrandis, actuellement, je trouve que voilà, ça peut se calmer, aller chercher le 43, mais globalement, par rapport à ce que je vous disais, je suis positif sur Accor, je suis très positif, j'ai aucun signal de retournement sur Accor, on était neutre positif, on passe positif sur le dossier. On verra bien ce que ça donne, ça dépendra évidemment de la conjoncture globale, mais on va pas le dire à chaque vidéo, à chaque action. Évidemment qu'il y a toujours un bémol, il faut toujours valider les scénarios et suivre les news sur ces valeurs. Mais en tout cas, Accor, pour moi, je suis positif. Et il n'y a rien de spécial à dire sur le dossier, si ce n'est que c'est une belle entreprise française mondialement connue et qui a des hôtels un peu partout. On dépend du tourisme dans cette valeur. Allez, on va aller voir maintenant Air Liquide tout de suite. Et ça s'est pas passé de la même manière pour Air Liquide. Donc Air Liquide, bon voilà, c'est une belle société, hein, on peut pas être négatif sur Air Liquide, mais j'étais assez sceptique sur cette accélération là depuis un an. Et je disais, c'est trop cher, faut que ça corrige, c'est pas le prix où je suis acheteur de Air Liquide. Et hop, c'est en train de tomber. C'est en train de dévaler et je suis pas convaincu que ça continue pas, même si sur la partie hebdomadaire, on verra que c'est toujours intéressant. Mais allons voir vite fait les dividendes. Les dividendes font que ça accélère mieux, je dirais, la chose. Hein. Et sur 10 ans, je regardais un petit peu. Sur 10 ans, on va dire que c'est pas inintéressant les dividendes, mais c'est pas si extraordinaire que ça sur Air Liquide. Hein. C'est quand même pas folichon. Alors je sais très bien qu'il va y avoir des commentaires qui vont me dire le contraire.
Enfin, moi, j'ai donné juste une valeur à dividende cette année dans les pépites que je traite régulièrement sur la chaîne. Et elle faisait 25% de dividendes et on m'a ri au nez. Et finalement, elle a bien monté. Et elle retombe d'ailleurs, donc je l'ai un peu abandonné. Mais moi, je ne cherche pas spécialement à être un ayatollah de ceci ou de cela. Je constate juste les choses, c'est que Air Liquide, il y a du dividende, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Il y a des dossiers un peu plus intéressants qui sont mieux boostés par la chose. Enfin, ceci étant dit, on va pas cracher dans la soupe. Ils sont ici. Allez, revenons à notre graphique classique. Et donc, on a une correction qui est en train de se mettre en place sur Air Liquide, qui travaille une zone qui est assez logique, puisqu'elle a été travaillée ici, on l'a retravaillée là. C'est ce qu'on appelle généralement des épaules, tête, épaules. Et donc une correction à venir pour aller rechercher le plus bas. Ce serait pas inintéressant parce que j'ai regardé vite fait les valorisations. Ça, là, ici, c'est un prix de valorisation qui est faible dans l'histoire de Air Liquide. Donc ça, c'est cher. Ça, c'est pas cher. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous êtes là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Puis vous augmenterez vos rendements par rapport à vos dividendes qui sont quand même pas inintéressants. Il faut bien l'avouer. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire pour voir un peu plus techniquement ce que l'on peut faire. Alors, on oublie tout de suite le gap ici puisque c'est la distribution de dividendes qui a fait ça. Mais il y a une accélération baissière. Le gap n'a pas été rebouché totalement, il y a encore un petit trou ici, et hop, c'est matérialisé, et à vrai dire, on est reparti à la baisse, donc ça a une sale tête, ça, c'est pas plaisant, ça. Mais on a un support ici qui me paraît intéressant, autour des 153 €, on est à 158, on l'a effleuré déjà il y a quelques semaines, on pourrait revenir dessus. Et je vous cache pas que, bon, peut-être dans un stress de marché, je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans ce bas monde pour nous faire avoir un stress, mais d'aller chercher un peu plus bas, et là ça deviendrait des zones très intéressantes. Nous retrouvons notre oblique long terme sur le mensuel qui est ici, autour des 136. Voilà, il y a encore un peu de chemin à faire, bon, on a fait une partie, mais j'ai envie de vous dire que c'est possible dans une exagération baissière. Vous savez bien que la bourse peut faire des exagérations un peu incompréhensibles. Ou alors l'autre scénario qui est peut-être un peu plus probable pour les amoureux de notre super valeur Air Liquide, c'est d'osciller pendant un certain temps entre les valeurs et attendre cette oblique-là, ou peut-être aller prendre celle-ci qui est ici. Voilà, donc on verra bien ce que ça fait. Vous avez des points d'entrée ici, il faut voir comment ça travaille. Et à partir de ce moment-là, voilà, ceux qui veulent l'acheter de manière un peu plus séquencée seront les niveaux de prix intéressants pour pouvoir acheter cette valeur qui reste une très belle valeur. Il faut bien l'avouer sur la cote française. Allez, on enchaîne tout de suite avec une valeur qui plane tout le temps. Elle s'appelle Airbus. Et voici Airbus depuis le début du siècle. On était au début du siècle autour de 21 €, on a 158, c'est une belle réussite industrielle évidemment. Et on va regarder vite fait les dividendes sur cette valeur. Voilà, ça n'a pas changé grand chose à vrai dire. C'est ça qu'il faut retenir, c'est quand vous voulez le graphe ne bouge pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'influence des dividendes sur la structure de votre patrimoine si vous restez très longtemps investi sur Airbus. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier. C'est pas ça qui doit changer vos arbitrages, c'est bien la technique qui fera vos arbitrages sur Airbus. Et évidemment, c'est très haussier. Allez, on revient sur le graphique classique sans les dividendes. Et qu'est-ce qu'on voit? On a beau tirer des obliques un peu partout, on est en mensuel, sur une très longue période, on voit qu'elles sont jamais vraiment retouchées. J'en retire une ici, là, que j'ai vue, là, qui se met en place. Mais il faut bien avouer que sur Airbus, j'étais neutre négatif. Alors, j'étais petitement neutre négatif, mais je m'attendais à une correction. Bon, voilà, on était en août au moment où j'avais fait la dernière vidéo. Bon, voilà, ça s'est reparti vers le haut. Donc là, j'ai eu tort. On n'était pas dedans, mais bon, je suis pas hyper fan d'Airbus, mais il faut avouer que c'est une superbe entreprise. C'est pas parce que je n'aime pas qu'il faut considérer que j'ai raison. Évidemment que Airbus, c'est magnifique et c'est en train de repartir en accélération pleine balle. Et je vous le dis, j'ai des signaux. Alors, je parle pas d'éthique. Éthiquement, j'aime pas Airbus, j'aime pas les avions, j'aime pas ce qui brûle du kérosène dans l'air, mais bon, ça, c'est un autre sujet. On va rester technique. Ça, c'est révélateur de ce que je vais vous dire. Je change d'avis sur Airbus, je deviens positif. Je pourrais maintenir que je suis neutre, négatif, mais non, je passe positif. Positif sur Airbus, sur le début 2025 en tout cas, je vois parfaitement aller chercher les plus hauts historiques, je vois même les transpercer et peut-être aller chercher des plus hauts, peut-être sur une oblique, taper dans une oblique. On va la tracer histoire de que vous la connaissiez, mais bon voilà, optimiste sur Airbus. Alors j'ai même du mal à penser à un retour en pullback sur l'oblique qui est ici, donc vous voyez, on est sur Airbus, on peut être très positif. Voilà, c'est une valeur sur laquelle on sera très positif dans le futur, je pense sincèrement qu'elle devrait continuer à monter. Voilà, je vous ai mis la petite oblique, alors regardez bien, elle vient de très loin, je vais la chercher super loin, elle vient d'ici, et hop là, voilà. Donc on va dire que sur 175, ça va un peu résister, ça sera peut-être corrigé après, on verra bien. Mais on est positif sur le dossier Airbus. D'ailleurs, pour vous expliquer comment on fait les obliques, etc., j'ai fait tout un programme que je vous présenterai en fin de vidéo, qui est tout un programme pour apprendre aux petits nouveaux les rudiments de la bourse, et donc ça s'appelle Débuter en bourse, et c'est juste après cette vidéo-là, et vous avez une playlist à votre disposition dans la chaîne où je vous explique notamment comment tracer des obliques
et celle-ci me paraît assez évidente. Ceci étant dit, ça peut être un point de contact de frottement, puis après accélérer très fort. C'est plutôt l'option que j'ai pour Airbus, hein. Je pense que ça va pas résister longtemps. Voilà, dossier Airbus, magnifique. Je m'attends à une très belle année 2025 pour Airbus. Allez, on va enchaîner maintenant avec ArcelorMittal. On va aller voir ce que ça a donné. Et ArcelorMittal, j'étais pas positif du tout, et il s'est avéré que ça rebondit un peu plus haut que où on était cet été. Mais c'est pas pour ça que j'ai changé d'avis sur le sujet, mais on en reparlera tout de suite après. On avait une oblique comme ça ici, et elle avait été, entre guillemets, cassée pour ensuite avoir un pullback. Hop, j'ai agrandi. Voilà, et vous voyez que c'est retombé, c'était retravailler le niveau de 19 €, on va dire, c'est remonté à 22, mais ces bougies-là sont pas très jolies. Je vous cache pas qu'on va aller voir vite fait le fondamental, et je suis pas convaincu. En ce qui concerne les dividendes, rassurez-vous, il y en a eu quelques-uns de distribués là, mais globalement, ArcelorMittal n'a pas distribué de dividendes pendant très longtemps. Donc, on oscille entre le niveau de 30 et le niveau de 5, donc c'est très très volatile sur ArcelorMittal, hein, c'est normal, on est dans une activité particulière. Et je reste sceptique sur le dossier Arcelor, je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal avec ce dossier-là, de me dire d'être positif, même si je sais qu'il est pas cher. Il est pas cher, ça je l'admets parfaitement. Mais en mettant à jour le graphe, peut-être qu'on va mieux comprendre ce que je veux vous dire, et puis on aura des bornes très intéressantes à travailler. Alors même si je reste sceptique quand même sur le dossier ArcelorMittal, il faut avouer que si vous cassez le niveau de cette oblique-là, là, si vous accélérez, vous allez chercher de nouveaux 30, et là, il y a 50% à prendre, hein, qu'on soit très clair. Mais regardez bien d'où vient cette oblique. Hop, elle vient de très très loin, et elle a du sens. Mais c'est une sorte de biseau, ça, c'est une forme graphique, qui veut dire que cette accélération-là devrait avoir une deuxième jambe à un moment donné. On est en mensuel, hein, on est sur très longue période, mais il y a un support aussi ici très intéressant, qui a été réactif à plusieurs reprises, et qui vient d'assez loin aussi, hein. On voit que ça a travaillé de manière intéressante sur cette oblique-là. Et donc tant que vous êtes là-dedans, si j'ai envie de vous dire neutre, donc là j'ai envie de vous dire neutre négatif, tout simplement, on va dire neutre négatif, même si j'ai certainement tort et que ça peut accélérer, mais bon voilà, je reste neutre négatif sur Arcelor, en tout cas c'est une valeur qui ne m'intéresse pas du tout, beaucoup trop volatile, beaucoup trop difficile à comprendre, et c'est aussi une motivation qui fait que je n'aime pas ArcelorMittal, c'est que je ne comprends pas son business model, je ne comprends pas comment il fonctionne, et on a le droit de pas comprendre, et ça c'est une des qualités qu'il faut avoir, c'est l'humilité simplement de dire je comprends pas, donc je n'y vais pas. Allez, on va aller voir un hebdomadaire s'il y a des choses complémentaires à voir. On voit l'ancien tracé, hein, j'avais mis ça ici, ça a parfaitement fonctionné ici, ça a à peu près bien fonctionné là, parce que ça a très vite réintégré. Donc voilà, c'est pas si bête que ça. On va la laisser parce que on peut revenir travailler ici pour se relancer. Je vous donne les niveaux de prix tout de suite, c'est le niveau de 20, et ici, donc actuellement, l'oblique, elle est autour de 24, donc ça peut osciller encore là-dedans, si on respecte la notion de neutre négatif, mais sincèrement, si ça passe pas en dessous les 20, et que ça veuille pas aller rechercher le 18, sincèrement, ça voudra dire que ça travaillera pour accélérer, mais pour l'instant, dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai envie de vous dire neutre négatif, et on verra bien ce que ça donne, mais j'aime pas ArcelorMittal, tout simplement. C'est que j'ai du mal avec ce dossier-là. Allez, on enchaîne avec un dossier un peu plus compréhensible pour moi. Il s'appelle AXA. Et voici AXA sur une très longue période, une période d'une trentaine d'années, et où le dossier, pour vous, vous donne le sentiment qu'il bouge pas vraiment. Mais si vous rajoutez les dividendes, vous allez voir que ça change totalement. Là, on voit que le dividende est vraiment très important. Voilà, donc patrimonialement parlant, on est dans une forte accélération. Qu'est-ce qui fait ça? C'est simplement que le dividende est très important, et un peu plus important que dans d'autres valeurs. Et donc, vous additionnez les dividendes à la valeur, je reviens en arrière, du cours de bourse, l'addition des deux fait la courbe que vous voyez ici. Et cette courbe, elle est extrêmement accélérante, elle est au plus haut historique. Tous les investisseurs long terme sur AXA sont très contents. Mais je vous le dis quand même, pour ceux qui sont investisseurs très long terme, on n'achète pas des dossiers qui explosent à la hausse comme ça, parce qu'on est peut-être dans une phase de retournement potentiel. Voilà, c'est pour ça que AXA, faut faire attention. Alors j'ai été très positif la dernière fois qu'on a fait une vidéo. J'ai pas envie d'être négatif, mais j'ai pas envie d'être positif. Donc on va changer un petit peu de notre fusil d'épaule sur le dossier, on verra bien ce que ça donne. Mais en ce qui concerne AXA, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a vraiment des dividendes phénoménaux sur le dossier. Allez, on revient sur le graphique sans les dividendes pour faire l'analyse technique. Et techniquement, on avait à peu près bien vu les choses, puisque c'est ici que je trouvais que c'était intéressant, les rebonds ont eu lieu, mais il y a ça me plaît pas. Et ça redescend, et ça me plaît pas. Donc j'ai presque envie de vous dire que ça devrait redescendre un petit peu. De là à passer négatif, c'est un peu prématuré, mais j'ai envie de vous dire que c'est un signal qui, au niveau, à mon goût, au niveau long terme, me paraît un peu gênant. Et je vais étayer mon propos avec une petite astuce que je vais vous donner, que je donne dans mes vidéos éducatives sur débuter en bourse. Vous prenez cette oblique qui a été pertinente à beaucoup de moments, et on va la dupliquer. Voilà, vous la dupliquez, vous la traînez jusqu'en haut, et hop,
Voilà. Changement de couleur. Et qu'est-ce qu'on voit? Le sommet historique ici, bah, ça fait peut-être un sommet historique ici. Donc méfiance. Méfiance à cette idée-là. Mais tant, j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes au-dessus de cet oblique ici ou de cet oblique-là, j'ai envie de vous dire qu'on est neutre positif. C'est seulement si on passait en dessous qu'on deviendrait négatif. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire neutre négatif, neutre positif. Allez, on va dire, la première qu'on va faire comme ça va être une valeur où je passe neutre. C'est plutôt pas trop mal, hein, qu'on soit très clair, mais neutre. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, il y a peut-être des choses complémentaires à rajouter. D'ailleurs, l'oblique long terme que je vous ai donné, hein, c'est plutôt en pointillé, il y a que 2 points de contact, on verra bien si dans les années qui viennent, ça devient pertinent. Mais vous voyez bien que sur ce graphique-là, il y a que du vert, hein, il y a que du vert partout, on est dans une tendance haussière très affirmée depuis très longtemps, et tant que nous sommes au-dessus de cet oblique, ici, c'est positif, hein, qu'on soit très clair. Donc moi j'ai le sentiment que ça peut travailler et aller casser. Mais il y a eu un rebond très fort ici. Hop, j'agrandis pour que vous voyez bien. Il y a eu un rebond assez fort ici, mais bon, on voit bien que ça commence à s'essouffler. Donc j'ai pas de news qui font que AXA ça va mal, j'ai pas de news que ça va bien. Et j'ai envie de vous dire, bah, la neutralité légèrement négative est d'augure. Peut-être qu'on se retrouvera dans 6 mois un peu plus bas. Et on dira, ah bah on avait raison, bon, globalement ça fait 10%, c'est pas non plus le bout du monde. Mais enfin bon, acheter 10% moins cher, je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse, donc on verra bien si il faut être acheteur sur un niveau plus bas, mais j'ai un peu de mal à penser que AXA va continuer à monter, même si la tendance est là et la tendance est ici. Donc voilà, un neutre. Voilà, neutre, un peu négatif, un peu positif, donc neutre. J'ai pas d'avis, je sais pas. Il y a des points techniques que je vous ai donnés qui peuvent être intéressants pour ceux qui veulent absolument du AXA. Et on est un peu au milieu de rien ici. C'est ça qu'il faut retenir sur ce dossier-là. Il y aura des opportunités plus intéressantes un peu plus tard. Allez, on va aller voir une autre belle valeur de la cote parisienne qui s'appelle BNP Paribas. Alors BNP la dernière fois on était neutre, hein, puis bah finalement ça a rebaissé, mais il y a eu 2-3 petites mauvaises nouvelles sur BNP qui font que. Allez, on va aller voir les dividendes si c'est intéressant. Et boum, là aussi super intéressant les dividendes, ça change le paradigme total du graphique. Et évidemment, on est pas au sommet historique, mais on monte tout le temps, on est toujours haussier avec les dividendes réinvestis. Et évidemment que ça, c'est ce qui fait que c'est une valeur intéressante pour ces dividendes. Mais revenons au graphique pour voir si techniquement c'est intéressant. Et techniquement, bah regardez bien, hop, j'agrandis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit alors cette zone que je trouvais intéressante, une zone pas très bien définie, mais qui maintenant c'est un peu mieux définie, puisqu'il y a un 3e point de contact ici, mais je trouvais que cette zone était une zone d'achat. Il se trouve qu'on est passé légèrement en dessous et on réaccélère vers le haut. Donc techniquement, j'ai envie de dire pour l'instant strictement rien à dire sur BNP Paribas, on est en train de travailler, voilà, c'est pas une valeur sur laquelle il faut attendre grand chose, hein. Regardez bien, depuis 3 ans, on est au même prix, hein, on est à peu près au même prix, donc voilà, on n'a rien obtenu en termes de plus-value, mais on peut pas dire que le dossier soit baissier pour l'instant, j'étais neutre et j'ai envie de vous dire que je reste neutre, même si je trouve que c'est un peu je vois pas pourquoi ça casserait, mais j'ai pas envie de vous dire neutre positif parce que je trouve que cette bougie là et celle-ci sont quand même assez expressives et je trouve que l'expression qu'elles ont est gênante. Alors c'était là qu'il fallait acheter, donc j'ai envie de dire celui qui a acheté ici, bah écoute c'est très simple, hein, t'as juste à attendre que ça reparte pour encaisser des gains, ou alors si ça casse, et ben écoute tu encaisses une petite perte et tu t'en vas parce qu'après moi je vois plus grand chose avant un niveau bien inférieur qui est 41, 58 à 41, ça fait quand même une grosse baisse. Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes à regarder de ce côté-ci. Et qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Bah effectivement, hein, ça a bien rebondi, c'est sympathique. Ah, ça s'essouffle un peu, mais ça suit un peu le CAC 40, donc ça subit un petit peu quand même les histoires franco-françaises. Hein. Mais tant que tu es au-dessus de ça, tu peux repartir en positif. Donc là, la neutralité. Allez, neutre, allez, je change. Neutre positif. Sur BNP Paribas, dans l'idée que ça pourrait repartir, revenir chercher le plus haut. Ça reste une belle valeur, elle est pas très chère en même temps, donc voilà. Mais c'est vrai que les accélérations baissières là me gênent un petit peu. Bon, on verra bien dans la suite si j'ai tort ou raison. En tout cas, tant que vous êtes au-dessus, hein, j'avais tracé une horizontale ici, hein, tant qu'on est au-dessus de 54, j'ai envie de te dire, c'est du gigotage. À vous de voir si vous êtes dedans, si vous n'êtes pas dedans. Et en fonction, tracez vos plans de trading et vous trouverez peut-être que j'ai à peu près raison. C'est à vous de voir, vous faites votre propre jugement. Mais BNP, hein, c'est une belle valeur, elle est neutre positif, effectivement. C'est toujours haussier malgré tout. Hein. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, on y croit encore sur BNP pour début 2025. Allez, on va enchaîner maintenant avec Bouygues qui avait été une déception. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors voici Bouygues sur une longue période, hein, sur une trentaine d'années. Et là aussi, on va aller voir les dividendes si ça change quelque chose. Ah oui, ça change énormément de choses. Donc sur Bouygues, le dividende est très important. Et il faut considérer Bouygues avec les dividendes. Voilà pour les gens qui sont acheteurs long terme sur des valeurs comme ça. La question de savoir maintenant, c'est est-ce que ça m'intéresse? Et pour cela, il faut revenir sur le graphique sans les dividendes. Et dans ce graphique sans les dividendes, j'ai envie de vous dire que cet oblique ici qui avait été cassé,
Et c'était là où je m'avais rendu positif. Et puis finalement, assez rapidement, je suis passé neutre négatif parce que je vois bien que ça veut pas y aller. Me fait dire que bon, on est peut-être pas loin d'arriver en bas. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'on est là capable de repartir en haut? La réponse, elle est oui, on est capable. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'il faut être acheteur comme des fadas sur le dossier Bouygues? Moi, j'ai envie d'y croire à Bouygues. J'ai toujours envie d'y croire. J'étais neutre négatif et je vais peut-être changer d'avis. Mais pour ça, on va changer un petit peu quelques petites choses sur le graphique parce que j'aperçois des choses qui m'intéressent. Et ce qui m'intéresse, c'est cette résistance qui a eu lieu, qui a mis ça en place. Et j'ai envie de dire, j'agrandis, hop, je trouve que tant qu'on est entre ces deux bornes-là, je dirais sur le long terme, on est neutre. Mais comme les dividendes sont intéressants, je trouve que venir ici, c'est quand même pas mal. Donc un contact serait l'idéal à 26, serait formidable. Et puis un rebond derrière. Donc moi, j'ai envie de vous dire que le scénario me plaît bien dans cette idée-là. Pour moi, Bouygues est en train de faire un plan d'économie assez intéressant. On a une difficulté sur la partie immobilière, évidemment, parce qu'on est quand même assez implanté en France du côté du groupe Bouygues. Le groupe Bouygues, il est très franco-français par rapport à d'autres valeurs du CAC 40. Et j'ai presque envie de vous dire que le mal est peut-être déjà fait chez Bouygues. Je vais passer neutre positif sur ce dossier-là de telle manière à ce que vous ayez idée que on peut avoir un rebond sur le dossier. Je trouve qu'il reste intéressant et je vois mal comment il peut descendre en enfer. Voilà, c'est ça mon avis sur Bouygues. On verra bien si c'est vrai, mais les dossiers que je continue à trouver intéressants pour les gens qui veulent investir long terme, et puis il faut pas oublier la notion de dividende sur ce titre-là. Allez, on va aller voir un hebdomadaire s'il y a deux petites choses à regarder. Donc on voit toutes les résistances qui sont mises en place sur l'hebdomadaire, qu'on soit très clair, et cette obliquée ici, elle est peut-être pas tout à fait pertinente sur une période plus longue, c'est peut-être celle-ci qui est plus intéressante, un autre contact qui se ferait autour du mois de février, on va dire un truc comme ça, hop, j'ai agrandi. Ici au mois de février qui serait au mois de mars, ici, ça serait pas inintéressant pour voir repartir le dossier vers le haut. On verra bien quand on refera l'émission, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je trouve que le dossier a des intérêts divers et variés. Et acheter autour de 26, c'est quand même assez intéressant. Regardez, c'est le même niveau qu'ici en même temps, c'est le même niveau qu'ici, ça pourrait être très intéressant. Dans ce cadre-là, à voir, et puis l'invalidation est juste en dessous, donc ça c'est ça qui est super intéressant. Voilà pour Bouygues, on va enchaîner tout de suite avec le dossier qui m'a déçu sur cette fin d'année 2024, c'est Capgemini, on va aller voir ça tout de suite, si je pense que les mouches vont changer d'âne sur ce titre-là. Allez, c'est parti pour Capgemini. Ah là là, Capgemini, ça va être... je vais certainement être un peu surprenant. Capgemini, on va regarder vite fait les dividendes si ça a une influence. La réponse est non, on voit que ça bouge pas beaucoup sur la courbe. Vous avez vu, c'est très simple à comprendre. Comme ça, vous comprenez très rapidement que les dividendes n'ont pas d'intérêt dans ce dossier-là. C'est juste un petit bonus supplémentaire. À partir de ce moment-là, on va regarder graphiquement ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une dégringolade. Et pour tout vous dire, je pense que c'est pas terminé. C'est pas terminé et je pense qu'on ira plus bas en 2025. Donc à partir de ce moment-là, je suis négatif. Négatif sur Capgemini. C'est surprenant parce que j'étais plutôt neutre positif avant. Et là, je passe négatif parce que simplement ça a cassé, puis avec un comportement un peu particulier. Alors, je crois qu'on avait vu ça ici la fois dernière, au mois d'août, ça avait bien rebondi, mais là, voilà, regardez bien, ça c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la technique, parce que là, techniquement, on voit bien les choses. On va les voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est très clair. Et on est sur un niveau de prix intéressant, le niveau de 152, mais moi je pense que ça va déjà aller chercher le 134. Et pourquoi pas aller chercher le niveau qui est ici, que je vais vous marquer tout de suite, qui est le niveau de 120. Donc voilà mon scénario un petit peu sur Capgemini dans les semaines, dans les mois qui viennent. Pour moi, c'est négatif. J'ai des nouvelles, des news qui sont pas intéressantes, qui sont même pas jolies. Donc on laisse filer, puis on verra bien plus tard. Mais pour moi, Capgemini, ça devient négatif. Allez, on va voir l'hebdomadaire pour regarder tout ça. Alors en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On a une oblique ici qui est en train de faire travailler le dossier. Il y a une sorte de rebond intéressant, mais ça se fatigue vite, regardez bien. Hop là, et ça travaille, c'est normal, mais vous savez, des fois la bourse ça monte et ça baisse, mais moi je pense que ça va aller encore plus bas. Alors ça va peut-être travailler quelques semaines et puis ensuite baisser, mais moi je suis pas du tout preneur de Capgemini. Je suis désolé pour les amoureux de Capgemini, mais en ce moment, c'est pas la joie, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Et franchement, ce niveau ici est tellement stratégique que quand il va casser, il va pas faire semblant. Il va pas faire semblant du tout. Tiens, je vous ai dupliqué la petite horizontale là, parce que je pense que c'est une zone. C'est plutôt une zone. Et ça fait un peu résistance, mais je donne pas cher de tout ça. Je suis pas convaincu du tout que ça tienne tout ça. On va garder ça comme ça. On verra ce que ça donnait dans le futur. Mais pour moi, Capgemini, ça devrait aller plus bas sur le début de 2025 ou dans le courant de 2025. Allez, on enchaîne avec Carrefour, un dossier que j'aime pas du tout. On va aller voir ce que ça donne. Et voici Carrefour depuis 25 ans. Ça baisse tout le temps, ça baisse continuellement. On va voir avec les dividendes ce que ça donne. Ouais, pas grand
grand chose entre nous, donc à partir de ce moment-là, on sait que Carrefour c'est inintéressant. Ce ne sera intéressant uniquement quand s'encassera cette oblique ici, et tant que vous êtes en dessous, eh bien je suis obligé d'être négatif sur ce dossier-là, et on va faire disparaître très rapidement ce truc-là. Mais sincèrement, hein, quand on voit comment c'est en train de partir encore là, je serais pas étonné, hein, je vous le dis, je suis pas étonné qu'on refasse un plus bas historique encore sur Carrefour. Donc sur ce dossier-là, je vais rester négatif, je crois que je l'aimerais jamais, hein. Même si ça rebondit et que la prochaine fois qu'on se voit c'est un peu plus haut, j'ai envie de vous dire négatif, on peut pas s'intéresser à un dossier comme ça, il y a aucun intérêt, ni dans les stratégies dividendes, ni dans les stratégies techniques pour l'instant. Carrefour, c'est pour moi un des dossiers à fuir de la cote parisienne. Allez, on va les voir en hebdomadaire, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements de sentiments sur ce dossier-là en hebdomadaire. Voilà, hein, ça baisse tout le temps, j'agrandis, voilà. Ici, j'appure un peu le graphique, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Strictement rien, j'en sais strictement rien, ça peut aller beaucoup plus bas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, la messe est dite, on passe à autre chose. Carrefour, je suis négatif. On va aller voir une autre grosse mémère du CAC 40 qui s'appelle Crédit Agricole. Et Crédit Agricole sur une vingtaine d'années, bah écoutez, hein, voilà, ça parle tout seul. C'est pas extraordinaire, mais on va voir si les dividendes rattrapent la chose. Alors ça rattrape, hein, mais celui qui avait acheté, hein, on va dire par hasard, hein, qui a acheté en 2006-2007, au plus haut de ce siècle, eh bien écoutez, il a juste retrouvé patrimonialement son argent, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné d'argent, hein, dividende réinvesti en plus. Celui qui a gagné, c'est celui qui a acheté en bas, mais est-il assez malin pour acheter en bas? Alors, évidemment, celui-ci-là, il a fait x10 en patrimonial, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, quoi, dossier moins intéressant que l'autre banque qu'on a vu avant, qui est BNP, qui, elle, est quand même patrimonialement beaucoup plus intéressante. Allez, on enlève les dividendes pour voir techniquement ce que ça donne. Et techniquement, je trouve que cette oblique qui est très ancienne a vraiment du sens. Regardez bien, on va regarder ça ici très rapidement sur l'hebdomadaire, mais regardez bien, c'est magnifique, ça rebondit à chaque fois dessus. Et donc j'ai envie de vous dire que là, c'est un point technique super intéressant pour Crédit Agricole. Allez, on va les voir en hebdomadaire si je passe de neutre négatif à autre chose. Et techniquement, bah, Crédit Agricole, on voit bien que ça résiste bien, hein, sur cette oblique, hein, elle a encore fait son effet. Ceci étant dit, j'ai tendance à penser, hein, j'ai peut-être tort, hein, qu'on soit très clair, je ne donne que mon avis, hein, ce ne sont pas des conseils en aucun cas, mais j'ai le sentiment que concernant Crédit Agricole, ça va être compliqué. Ça rebond techniquement parce que c'est logique, mais je suis neutre négatif sur Crédit Agricole. Je crains que, alors ça peut, si vous voyez que ça travaille, que ça rebondit pas, que ça traîne ici, surtout, hop, j'agrandis, surtout, dites-vous bien que la suite, c'est repartir vers le bas. Alors voilà, je peux pas être négatif dans le sens où ça peut s'effondrer. Non, on est à 13, on peut aller à 10, donc ça fait 30% quand même, hein. Mais voilà, ce serait des points d'entrée super intéressants, hein. Si ça arrivait là, ça devient intéressant, même si la valeur est pas extraordinaire, ici ça devient intéressant. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais moi je reste neutre négatif, je ne change pas d'avis sur Crédit Agricole. C'est une belle banque, mais il y a mieux en France, comme je vous le disais, on l'a vu tout à l'heure. Allez, on bascule sur une valeur que j'aime pas du tout, mais qui a l'air d'aller un peu mieux. Elle s'appelle Danone. On va aller voir ça tout de suite. Et Danone sur longue période, bah écoutez, c'est assez intéressant, hein. C'est une mémère, hein, qu'on soit très clair, ça monte pas très vite. Et sur une trentaine d'années, bon voilà, ça a bien progressé. Si on rajoute les dividendes, bah, ça devient un dossier très intéressant, mais on n'achète pas, comme je vous disais tout à l'heure, on n'achète pas des sommets historiques sur les valeurs à dividendes, on les achète en bas plutôt, et c'est ça qui est intéressant sur Danone, c'est que voilà, ça a bien payé pour ceux qui étaient acheteurs. Et j'ai presque envie de vous dire, faut pas espérer beaucoup plus sur Danone, même si techniquement je trouve qu'il y a encore des choses à faire. Allez, on enlève les dividendes, on regarde ça tout de suite. Donc on est au milieu d'un couloir grand couloir long terme. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu tard pour acheter, hein. Faut aller essayer techniquement d'aller attraper quelque chose pour aller chercher la jambe supplémentaire qui nous emmènerait vers 80. Mais pour l'instant, hop, j'agrandis. Pour l'instant, j'ai un signal de pause, on va dire, sur Danone, qui fait que voilà, c'est intéressant de regarder en hebdomadaire ce qui se passe pour voir s'il y a des choses à faire. Et ce que je trouve intéressant chez Danone, c'est que c'est assez clair graphiquement. Alors on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit? On avait une résistance ici qui était assez évidente, elle a été cassée, elle est bien travaillée. Donc on a deux solutions dans ce graphique-là, c'est soit respecter ce couloir qui a l'air de se mettre en place, ici, donc ça peut provoquer un phénomène, hop, j'agrandis, un phénomène peut-être de latéralisation long terme ici en attendant que, ou alors d'aller corriger, d'aller chercher le niveau bas. Donc je serais neutre négatif dans ce cadre-là, et puis si ici je serais neutre évidemment par rapport à ça. Donc
J'ai envie de vous dire, Danone plutôt intéressant techniquement, puisque bah on sait où intervenir et on sait à peu près quand est-ce qu'il faudra intervenir. Moi j'ai envie de vous dire que pour moi Danone, le fait d'avoir cassé cet oblique-là est beaucoup plus important que le couloir, et on peut se retrouver à monter tout en restant en haut de ce couloir ici, et c'est plutôt mon scénario. Voilà, on verra bien, hein, ça peut casser vers le haut, aller chercher beaucoup plus vite, mais enfin ça reste qu'une grosse mémère, elle vend de l'eau et des yaourts, donc c'est quand même pas non plus le nirvana en termes de technologie, mais bon voilà, c'est une société qui a tergiversé pendant longtemps et son retournement est intéressant. Moi je trouve que ce signal là est très 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 puissant de mon avis entre guillemets, puisque bon voilà, c'est quand même quelque chose qui date d'avant le Covid et ça c'est quand même assez intéressant. Donc du coup voilà, scénario plutôt neutre positif. J'étais neutre sur Danone, maintenant je trouve qu'elle a donné un signal intéressant, neutre positif pour aller chercher, monter et peut-être aller chercher le plus haut là vers les 80, qui serait à peu près le sommet historique de la valeur. Et ce serait pas immérité parce que je trouve que le dossier est intéressant. En tout cas, moi j'ai le sentiment que là il est en train de se transformer, qui là commence à donner des signes intéressants. Et ce serait pas interdit dans le cadre où ça redescendrait, aller chercher ici vers les 58, vers même les 55, 57. Là, ce seraient des points d'entrée intéressants qui sont pas si éloignés que ça. Sur un stress de marché, ça peut être intéressant. Voilà pour Danone, donc neutre positif. Allez, on enchaîne sur Dassault Systèmes, sur lequel j'étais neutre positif aussi. On va voir si je reste positif sur ce dossier Dassault Systèmes. Allez, c'est parti. Et sur Dassault Systèmes, vous pouvez aller retrouver la vidéo et voir ce que je disais. Le scénario s'est réalisé à la perfection. Pourquoi? Parce que j'avais un support ici qui était évident, hein, on était au mois d'août, et la réaction a été dessus à plusieurs reprises. Ça a cassé. Donc ça a fait peur évidemment à pas mal de gens, mais j'avais dit que cet oblique-là était absolu, et nous avons eu quoi? Le rebond technique. Donc à vrai dire, Dassault Systèmes, ça réagit techniquement parfaitement à tout ce qu'on veut. Donc ça réagit ici, ça réagit là, donc c'est parfait. Donc j'ai envie de vous dire, tant que Dassault est au-dessus de cet oblique, on peut pas être négatif, ça c'est la première chose. Tant que je vois pas des fondamentaux différents sur Dassault, je reste plutôt positif. Mais comme j'ai pas de signaux, les signaux qui font ma stratégie, qui font que je suis acheteur de dossiers qui vont rebondir, j'ai pas le signal pour vous dire je suis positif. Mais globalement, je suis assez intéressé, on va dire, c'est des niveaux où il faut s'intéresser au dossier. Donc à partir de ce moment-là, la situation est très simple. Je reste neutre positif sur le dossier Dassault Systèmes. Et bah voilà, vous avez une potentialité, si ça voulait rebondir, d'aller à 44, on est à 33, ça fait 30% d'écart. Après, je suis pas convaincu que passer au-dessus de ça, ce serait meilleur. Mais moi, je vois pas de signaux négatifs sur Dassault Systèmes. Donc je suis un neutre positif, dans le sens où ça peut accélérer à tout moment. Voilà, donc c'est ça ce que je veux dire. Mais pour l'instant, j'ai pas les éléments qui me font dire ça, donc on verra bien. On va aller voir un hebdomadaire si on peut compléter cette information. Oui, donc ouais, je maintiens. Il y a une accélération là, mais qui a pas l'air de se confirmer. Donc peut-être aller retester ici en bas et faire une épaule tête épaule inversée et repartir vers le haut. Ça serait pas très propre, hein, puisque évidemment ça aurait dû faire ça et ça. Enfin bon, bref. Donc globalement, on verra bien. Puis il y a une résistance ici que j'avais notée en hebdomadaire qui se retrouve autour de 37, peut-être que ce sera gênant. Donc bien chercher les points d'entrée efficaces pour pouvoir invalider facilement, hein. C'est très très simple, hein. Il y a un croisement ici. Allez, je fais un petit pari, ça pourrait aller taquiner jusqu'au mois d'avril ici, puis repartir vers le haut. On verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, tant que ça passe pas en dessous en hebdomadaire, hein, une bougie hebdomadaire qui casse en dessous avec un peu de volume, là, par contre là, vous oubliez ce que j'ai dit. Mais je reste pour l'instant neutre positif sur Dassault Systèmes. Allez, j'enchaîne avec une valeur sur laquelle j'étais très négatif, c'est Edenred. Et voici le graphique sur Edenred. Hein, bon voilà, on était négatif, on est négatif, et ça se casse la figure sans vraiment voir s'il y a des supports potentiels qui se mettent en place, même s'il y a une petite bougie ici. Est-ce que nous sommes au point bas? C'est toute la difficulté dans les graphiques de ce type-là, c'est que pour trouver le point bas, c'est très difficile. Voilà pour l'analyse, je dirais, a posteriori. Donc j'avais vu, hein, mais il y a une news sur Edenred qui est très très difficile et qui sera difficile d'évaluer quand est-ce que Edenred sera à nouveau intéressant pour les investisseurs. Pour l'instant, ils ont décidé de l'oublier et ça peut continuer longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je vais rester négatif. On va être plus modéré, je vais dire neutre négatif. À vrai dire, moi ce que je vois comme scénario, je vois un scénario de rebond. Je vois un scénario de rebond assez intéressant et peut-être buter sur le niveau de 37 et aller rechercher 20%. Pas plus, mais ça peut refaire un pullback jusqu'ici à 47 et redescendre, ce qui serait assez impressionnant. Mais voilà, pour moi, Edenred, c'est trop compliqué, quoi. Parce qu'il y a une décision de justice qu'on attend, hein, ils auraient fait des bêtises. Donc à partir de ce moment-là,
Les bêtises, généralement, ça plaît pas au marché. Le marché l'a vendu. Hein. C'est pour ça que ça s'est cassé la figure. Ça date de là ou de ici. Hein. Donc, vous voyez, hein, ça s'est vraiment effondré et ça peut durer longtemps. Mais sinon, fondamentalement, hormis ce cas-là, c'est un beau dossier. Hein. C'est un très beau dossier. Donc, la question, c'est quand est-ce que le point bas arrivera. Donc voilà, je reste note négative parce que je voudrais pas que vous entendiez positif. J'ai des éléments qui me font penser que ça peut rebondir. Voilà, on va dire que ça peut rebondir. Et ce serait un point bas historique? Oui, ça pourrait être un point bas historique, mais ne courez pas après les points bas. Vous allez vous casser les dents à 99% du temps. Bon, donc pour la forme, hein, j'ai modifié le graphique. Hein, j'ai matérialisé ce que je viens de vous raconter. Hein, donc résistance ici, et puis peut-être un rebond qui peut être assez fort et assez violent sur Edenred, surtout s'il y a une nouvelle qui rassure les marchés sur la partie judiciaire. À vrai dire, on peut pas investir sur des valeurs comme ça. Voilà, c'est tout simplement ça que je veux dire, c'est on peut pas investir parce que quand est-ce que sera le point bas, on n'en sait rien. Si c'est là, c'est le jackpot, mais ça s'apparente au loto. Donc à partir de ce moment-là, ouais, je vous laisse voir réfléchir comment vous allez faire, parce que ça peut aller plus bas, ça peut vraiment aller plus bas, mais fondamentalement, hormis ce problème juridique, j'ai pas de problème avec Edenred. J'ai même aucun problème, je suis même plutôt j'aimerais un jour avoir la recette magique pour pouvoir trouver les points bas. Je l'ai jamais trouvé et je crois qu'il y a très peu de gens qui la trouvent. Donc à partir de ce moment-là, hormis les très gros qui peuvent influencer le marché, mais moi, je sais pas faire du tout. Donc à partir de ce moment-là, je suis obligé de rester neutre négatif sur ce titre-là. Mais avec un rebond très intéressant, potentiel, qui peut arriver à tout moment. Allez, j'enchaîne avec Engie, qui est une valeur que j'ai estimée neutre positif. On va aller voir ce que ça a donné. Et Engie sur longue période, c'est pas très joli. Hein. Si on intègre les dividendes, vous allez voir que c'est très différent. Voilà, donc c'est vraiment une valeur à dividendes. Mais il se trouve que quand on arrive, alors je sais pas pourquoi elle est là, elle. Et quand on est arrivé au sommet historique ici, bim, ça s'est fait renvoyer dans ces 22. Donc je dirais que patrimonialement parlant, celui qui avait acheté en 2008, il vient de retrouver ses billes et je crains pour toi que tu mettes du temps avant de gagner de l'argent. Allez, on revient sans les dividendes, on va voir ce que ça donne. On a toujours cette... allez hop, j'agrandis. On a toujours ce niveau qui résiste, hein, le niveau de 16,72 et on s'est fait renvoyer dans les 22 et ça a une tête qui me plaît pas trop. Je dirais sur les graphiques mensuels, ça ne me plaît pas du tout, à vrai dire, pour tout vous dire. Et Engie sur lequel j'étais plutôt neutre positif, je vais changer d'avis dessus. Allez, on va aller voir en hebdomadaire rapidement ce que j'ai à raconter. Et sur Engie, j'avais un couloir haussier, hein, intéressant, etc. Je dis pas qu'il est pas encore valide, puisque aller taper ici, ce sera un rebond technique évident. Mais fondamentalement, je trouve que Engie, voilà, il a fait son gras, ça a bien rebondi, et les relais de croissance des bénéfices ne sont pas là. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ça monterait. Et j'ai même tendance à penser que ça baissera. Donc je passe négatif sur Engie pour ensuite aller chercher un 13,50 on va dire, et puis après peut-être tergiverser. On verra bien quand on refera une émission où on en est rendu, mais revenir sur 12 serait pas choquant. C'est pas très éloigné non plus, hein, de 14,15 à 12. C'est pas la catastrophe, c'est 20%. Bon, sur des grosses mémères comme ça reste important, mais pour moi, c'est pas du tout le moment où il faut acheter Engie. C'est mon avis, ça n'engage que moi, et je ne donne aucun conseil, comme je le rappelle régulièrement. Voilà pour Engie, donc négatif, hein, plutôt peur que ça redescende, et qu'on aille voir plus bas sur le dossier Engie. On va enchaîner tout de suite avec une valeur que j'ai appréciée énormément et que j'apprécie toujours à l'heure actuelle énormément. Elle s'appelle Essilor Luxottica. Et voici Essilor Luxottica sur très grande période et il n'y a pas les dividendes. Allez, on rajoute les dividendes. Bim, c'est encore pire. Enfin bon, non, c'est encore mieux. Mais ça n'a pas d'intérêt sur vos arbitrages, entre guillemets, sur Essilor, puisque vous voyez bien que ça ne change pas la courbe. On revient sans les dividendes. Alors, sans les dividendes, on se retrouve face à cette oblique qui est très intéressante. Et donc d'ailleurs, je vais retracer immédiatement sa position. Voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est ces points de contact là qui sont assez éloignés, qui pourraient buter un peu ici. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que tu étais en train de taper dans la borne que tu avais tracée avant. Ouais, j'ai tapé dans la borne qui tracée avant. Mais il faut savoir que sur Essilor, moi je pense que c'est ultra positif, ça reste ultra positif sur Essilor. On le voit bien dans le graphique, hein, j'agrandis. Hein, voilà, on était rentré. Alors moi j'en ai parlé énormément sur la chaîne. Hein, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne évidemment et à mettre vos commentaires sur ce que vous pensez sur cette vidéo là. Mais ici j'étais passé à l'achat sur la fin de 2023. Et voilà, ça a accéléré très très fort avec un pullback super intéressant ici, qui a accéléré très fort derrière. Bon voilà, maintenant ça devient compliqué, mais il y a encore du potentiel pour moi sur Essilor Luxottica, et aller chercher le 250, 260 me paraît intéressant assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est dans les semaines ou les mois qui viennent. Pour moi, Essilor, c'est magnifique, c'est accélération forte, ultra positive sur le dossier, je reste positif, même si ça peut corriger, qu'on soit très clair. Hein, ça peut corriger, et si c'était négatif à la prochaine
vidéo par rapport au niveau de 234, sachez que ça sera peut-être des points d'entrée. On n'en sait rien. Allez, sur un crack boursier ou je ne sais pas quoi, ça pourrait revenir sur les 200, ce qui m'étonnerait. Ça fait que 15%, remarquez, c'est pas non plus énorme. Mais pour moi, la direction de Essilor, c'est vers le haut, c'est vers le nord. C'est vers des plus hauts historiques. Allez, on va les voir en hebdomadaire si on a quelque chose à rajouter sur le sujet. Bah écoutez, non, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est haussier et que tout dès que ça corrige un petit peu, il y a du rachat immédiat sur Essilor. Donc voilà, je confirme, les scénarios sont autour de 250 au minimum et puis on verra si ça peut aller encore plus loin. Je suis vraiment fan, j'étais vraiment, enfin ceux qui connaissent pas la chaîne sauront que c'est vraiment la valeur sur le CAC 40 que j'étais le plus positif. C'est pas celle qui a peut-être le plus progressé, mais c'est certainement celle qui est la plus sécure par rapport à sa tendance générale et par rapport au nouveau paradigme qu'il y a sur Essilor. Essilor, c'est magnifique, c'est formidable et ça restera une superbe valeur à mon avis sur 2025. Allez, on enchaîne sur un dossier totalement différent, sur Eurofins Scientifique où j'étais très négatif sur le titre. On va aller voir ce que ça donne. Alors je reviens sur Eurofins, donc le délire boursier de 2021 pour toutes les valeurs médicales, la correction qui va bien, et on a toutes les valeurs intéressantes qui sont revenues sur des obliques long terme, et c'est ce qu'elle a fait, Eurofins, regardez bien, elle l'a fait ici, rebondit là, et là il y a eu une catastrophe, il y a un hedge fund qui s'est mis à attaquer la valeur Eurofins, et qui fait que bah là ça bouge beaucoup, et ça bouge pas dans le bon sens. Donc j'étais négatif sur Eurofins et je suis désolé de vous le dire, je reste négatif, surtout qu'on est passé en dessous de cette oblique. Alors on aurait pu dire ok ce rebond là, bon bah là c'était un petit peu le stress, et puis ça revient, mais regardez bien, c'est repassé en dessous avec une news qui est retombée sur la valeur et qui fait que bon je la sens pas du tout. Enfin c'est dangereux, c'est très dangereux cette valeur, même à shorter c'est très dangereux parce que vous pouvez avoir l'inverse qui se passe, donc à vrai dire c'est des dossiers à fuir. À mon avis, en attendant que la poussière retombe, mais pour l'instant, la poussière ne retombe pas du tout, et il faut garder patience sur, enfin, c'est un dossier qu'il faut fuir, à mon avis, pour un bon moment. On va aller voir vite fait les dividendes, ce que ça donne. Ouais, quasiment rien, donc c'est pas la peine, les dividendes, on s'en fout. Voilà, donc sur Eurofins, en plus, sur l'hebdomadaire, on va aller voir ça, mais je pense que ça confirme ce que je raconte. Ouais, je confirme sur ça, regardez bien. Hop, ça, c'est très très intéressant. Une accélération baissière très forte, un rebond très très mollasson. Allez, retapez ici pour repartir vers le bas. Oui, je confirme, négatif sur Eurofins, toujours négatif sur Eurofins. Voilà pour Eurofins. On va enchaîner tout de suite avec peut-être la plus belle valeur française qui soit. On va parler évidemment de Hermès. Allez, c'est parti. Et Hermès, comment vous dire? Bah voilà, j'ai rien à dire d'autre que tout est ouvert, tout reste ouvert sur Hermès. Alors ça a tergiversé pendant quelques mois, vous avez vu, mais il y a eu des points d'entrée régulièrement sur le dossier qui se sont travaillés correctement, et puis hop, c'est repartir vers le haut, et là j'ai l'impression qu'on va finir l'année à peu près au plus haut, donc ça c'est ça qui est intéressant, mais bon voilà, moi je pense que Hermès va continuer à monter, donc je reste positif sur Hermès, positif. C'est voilà, je suis désolé, mais pour 2025, c'est peut-être la plus belle valeur qu'on aura. Allez, c'est peut-être mon pari de l'année de Hermès la plus haussière, mais franchement, c'est pas être très inventif que de dire que Hermès ça va monter plus haut. Mais ceci étant dit, il y a toujours des gens sceptiques. Non, Hermès c'est canon et ça devrait continuer à monter. Bon, je sais, 2300 € l'action, c'est pas donné. Et surtout, n'achetez pas des valeurs avec des brokers qui vous proposent des morceaux d'actions, parce que je peux vous certifier que ces gens-là font que vous ne possédez pas vos actions, vous n'avez aucun titre de propriété sur ces valeurs. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire s'il y a autre chose à dire sur le dossier. Alors, le autre chose à dire sur le dossier Hermès en hebdomadaire, c'est que potentiellement, le milieu du couloir haussier qu'on a tracé peut faire une petite correction à la valeur et puis revenir sur 2150, ce serait peut-être bien, j'en sais rien, mais ce serait pour repartir à mon avis. Donc voilà, c'est pas la peine de me demander si je suis neutre quelque chose, neutre positif. Non, je suis positif sur ce dossier-là et je n'ai aucune sensation qu'il y aura un problème sur Hermès. Alors évidemment, sauf catastrophe, ça s'effondrera, mais vous inquiétez pas, Hermès pour l'instant, il n'y a aucun nuage dans le ciel de Hermès. Allez, on va aller voir la suite avec un dossier, lui, qui est beaucoup plus inintéressant sur le domaine du luxe. C'est le dossier Kering. Allez, c'est parti. Alors, voici le dossier Kering sur une longue période après une accélération, une superbe histoire. Eh bien, évidemment, c'est l'effondrement. Les dividendes donnent quoi? Bah, ça change rien aux décisions. C'est en train de s'effondrer. Et j'ai fait beaucoup d'allusions sur ce dossier-là, notamment sur TV Finance où je passe régulièrement pour des interventions sur cette chaîne télé financière. Alors pour moi, Kering, on est peut-être en train de préparer un rebond, d'aller rebondir quelque chose, mais est-ce que techniquement, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire d'intéressant? Peut-être, mais fondamentalement, je n'ai strictement rien à vous proposer, strictement rien, si ce n'est le négatif. Donc j'ai envie de vous dire, ça m'est égal si dans 6 mois elle est un peu plus haute et que vous me diriez, ouais non mais Richard, t'avais dit que t'étais négatif, elle est positive, tu t'es planté.
Ouais, mais ça c'est du technique. Fondamentalement, j'ai rien, j'ai strictement rien, et pour moi, il y a toujours rien. Et on verra, on aura l'opportunité de voir quand il y aura quelque chose sur le dossier. Pour l'instant, je reste négatif sur Kering. Ça baisse à une vitesse folle. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a un plan technique à faire, mais il n'y a pas d'intérêt autre que de faire du trading sur ce dossier-ci. Et juste pour justifier ce que je viens de vous dire, je vous ai tracé un couloir, je ne sais pas si j'aurai raison, hein, mais ce qui est intéressant sur ce couloir-ci, c'est que voilà, il y a des points de contact ici et ici, peut-être qu'on reviendra dessus, et puis en bas, voilà, c'est assez propre aussi, donc on verra bien. Donc petit rebond potentiel, puisque ça fatigue dans sa baisse, donc ça cherche à remonter, on verra bien si c'est le cas, mais après moi je pense que ça repartira vers le bas, on verra bien, donc je vous donne là à peu près le niveau, allez, 285, voilà à peu près. Allez, au pire, 347. Mais j'ai aucune raison, si ce n'est une news qui invaliderait ce que je raconte. Mais pour l'instant, j'ai rien à vous dire d'autre que négatif, absolument négatif sur Kering. J'ai aucun élément qui me fait dire que ça va pas continuer. Allez, on enchaîne sur L'Oréal, sur lequel j'étais aussi neutre négatif, un peu moins négatif, mais un petit peu négatif. On va aller voir ce que ça donne sur L'Oréal. Alors L'Oréal, bon, c'est très bien, c'est une superbe entreprise, il n'y a rien à dire. Et j'ai envie de vous dire que sur les dividendes, on n'a strictement rien à s'occuper sur le dossier, puisque ça change pas du tout nos arbitrages sur L'Oréal. Mais ceci étant dit, je vais vous donner une petite astuce. Regardez bien, je vais dupliquer ça, paf, et ça fait peut-être un niveau, si ça avait envie de casser, d'aller un peu plus bas, et bien écoutez, vous auriez un point d'entrée peut-être potentiel ici, puisque là, je trouve que ce niveau-là est intéressant. Mais, malgré cette gadin, que je trouve assez injustifié, c'est mon avis, puisque ici j'étais positif, ici je reste positif. Ici j'étais passé négatif parce que je savais que ça allait aller plus bas, mais ça m'empêche pas de dire que moi j'aime L'Oréal et je trouve que L'Oréal c'est pas une mauvaise boîte, c'est pas possible qu'on dise ça. Si on dit ça de L'Oréal, c'est catastrophique. Moi personnellement, je pense que L'Oréal ça reste une bonne entreprise, mais on sent que la tendance là, elle est quand même assez affirmée vers le bas et j'ai envie de vous dire, c'est un dossier sur lequel je veux être positif, donc on va pas dire positif, on va dire neutre positif, mais on a un petit rebond qui s'est fait ici, qui est intéressant, on verra sur la fin d'année si ça veut bien maintenir ça, et ce sera un signal positif. Donc j'ai envie de vous dire neutre positif, parce que j'ai du mal à penser que ça aille plus bas pour des raisons de valorisation, parce que là déjà, historiquement, ça c'est pas cher. Ça, c'est pas cher, mais ça peut aller plus bas. J'aurais pas compris ce qui se passe sur le dossier. Hein, vous savez, ça peut m'arriver. Mais c'est là où la technique va vous aider. Parce qu'à partir du moment où vous regardez la technique, vous allez savoir quand invalider. Et on va aller voir ça tout de suite en hebdomadaire. Et hebdomadairement, on peut dire que la catastrophe, elle est bien arrivée là. Et ça, on l'a bien vu. Hein, on voit bien comment ça va. Et ici, le rebond technique est tout à fait évident. Pour moi, c'est censé aller plus haut. C'est pour ça que je vous dis neutre positif. Au fond de moi, je suis positif, quoi. Hein, je pense qu'à terme, ça doit remonter et refaire des plus hauts historiques, mais bon, vous savez, la bourse, c'est toujours très particulière, mais pour moi, c'est un signal assez intéressant sur L'Oréal. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas envie de voir que ça aille plus bas, mais comme dirait l'autre, est-ce que tu as envie? Entre ce que j'ai envie et ce qui va se passer, j'en sais strictement rien. Alors, pourquoi pas avoir un petit retour ici, puis d'avoir un point d'entrée idéal ici, de telle manière à être acheteur à taux 320, 325. Mais bon, voilà, si ça décrochait, faudrait sortir avec une perception négative du dossier à moyen terme, et puis rapidement, regardez un peu ce qui se passe ici pour voir si vous reprenez une position un peu plus basse. Ça vous évite d'encaisser la perte globale qu'il y a ici, parce que si par hasard vous avez de nouveaux torts ici, et que ça passait en dessous, là ça deviendrait grave, mais bon, j'ai un peu de mal à croire que L'Oréal s'effondre. Donc à partir de ce moment-là, je passe neutre positif sur ce titre-là. Voilà, sur L'Oréal, je vois mal comment elle peut s'effondrer. C'est un point technique intéressant, ça a réagi. Moi, je pense que ça peut aller chercher beaucoup plus haut sur le début de l'année 2025. Voilà pour L'Oréal. Allez, j'enchaîne avec un dossier beaucoup moins luxe qui s'appelle Legrand et sur lequel j'étais neutre, négatif. On va voir ce que ça a donné. Et à vrai dire, Legrand, c'est une belle entreprise, hein, ça monte tout le temps, hein, qu'on soit très clair. On était en 2009, il y a une quinzaine d'années, on était autour de 13 €, on est à 96, donc on peut pas dire que c'est un mauvais dossier. On peut pas être totalement négatif sur ce titre-là s'il n'y a pas des news invalidantes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vous disais neutre négatif, on y est, quoi. On est resté, on a traîné, on n'a pas gagné, alors qu'il y a un autre dossier dans le même domaine qui est français aussi et qui est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que voilà, je suis pas fan de Legrand, parce que à vrai dire, je préfère largement un autre dossier que l'on va voir bientôt. Mais il faut avouer que les valeurs, les news sur Legrand sont quand même très intéressantes, et on peut pas nier le fait que le dossier est haussier. Il est arrivé sur un niveau technique intéressant, on va le matérialiser, et j'ai envie de vous dire que peut-être que cette oblique ici, là que j'avais mis ici, elle est perdue et qu'elle a plus d'intérêt. Donc voilà, j'ai matérialisé tout ça. Donc couloir
Couloir haussier sur lequel on arrive, on se rapprocherait de sa borne basse, donc sur un petit stress de marché en début d'année, pourquoi pas retrouver 89 €. Hein. C'est un niveau technique intéressant aussi ici. Donc à partir de ce moment-là, 89 intéressant, puis un rebond. Donc sur le grand qui, il y a 6 mois, j'étais neutre négatif, je passe neutre positif. Et on va aller voir en hebdomadaire si ça se confirme ce que je viens de vous raconter. Alors juste un détail sur les dividendes, il n'y a strictement rien à obtenir de plus. C'est un petit bonus supplémentaire, mais rien d'intéressant. Je confirme, je confirme que le niveau ici de 90 € va être très intéressant. On va le matérialiser. Bon, à peu près ici, peut-être que ce sera l'oblique, ce sera à peu près par ici. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le grand, on n'est pas loin de la borne basse avec un rebond, donc neutre positif. Et on devrait se retrouver un peu plus haut dans les mois qui viennent. Donc voilà, pas de news négatives sur le grand. Des news qui sont de plus en plus positives à mon goût. Donc voilà, on passe à un niveau intéressant. Voilà, c'est un dossier qu'il faudra regarder sur le niveau technique qui est ici. Ça me paraît assez évident. Et puis si ça passe en dessous, on invalide et on s'en va. Voilà pour le dossier le grand, puis on va enchaîner avec le dossier le plus gros de la côte parisienne, évidemment. Je parle de LVMH, on va aller voir ce que ça donne. On avait été plutôt perspicace sur ce dossier-ci. Et donc voici LVMH sur très longue période, donc un superbe run qui a vraiment accéléré très fort, puisqu'on est passé de 150 à peu près à 900, et puis depuis on corrige autour de 600, et c'est bien vu dans les dernières vidéos que LVMH il n'y avait plus de potentiel. Alors de là, est-ce que ça s'effondre? Évidemment que non. Est-ce que ça peut aller un peu plus bas? C'est pas impossible, mais ça a réagi à ce niveau-là technique ici, plutôt assez intéressant, donc voilà, c'est en train de tergiverser. Donc ce dossier-là, sur lequel j'étais neutre négatif, donc plutôt dans la tendance baissière, mais sans vouloir penser à un effondrement, c'est confirmé. Et puis aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, je vois pas pourquoi ça rebondirait beaucoup, mais je vois pas pourquoi ça baisserait. Donc du coup, petit rebond technique qui est peut-être quasiment terminé, peut-être pas, on sait pas, on verra bien. Mais sinon, voilà, tergiversé. Donc sur ce dossier-là, je vais être ni positif ni négatif, mais plutôt neutre en attente d'une news, et notamment une news sur ce qui se passe sur 2 dossiers dans le monde du luxe. C'est Burberry ainsi que Moncler, et on verra bien si dans l'année 2025 nous avons un nouvel achat d'une société par LVMH, mais voilà, c'est des favoris à mon goût sur ce que LVMH pourrait racheter dans l'année. Donc Burberry et Moncler, à voir un petit peu ce qui va se passer sur ces dossiers-là. Et si c'était le cas, je redeviendrai positif à mon avis sur le dossier pour repartir vers le haut. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas cette news-là, tant qu'il n'y a pas une spéculation sur ce potentiel achat, j'ai envie de vous dire que pour moi, LVMH, c'est neutre, tout simplement neutre. Alors évidemment, si ça accélère très fort suite à une news comme ça, enfin bon, j'ai des news qui me font dire que c'est pas impossible que ça arrive. Alors peut-être en 25, peut-être en 26, on verra bien. Mais pour 2025, moi, je trouve que LVMH, on restera neutre avec une potentialité de news intéressante sur un nouvel achat d'une nouvelle entreprise dans le luxe. Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose à faire. Alors, en hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette accélération très forte qui a été revendue totalement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction sur le dossier, mais c'est ce qu'on appelle des bougies de contrôle. On va retrouver une nouvelle ici, ça tergiverse. Bon, moi j'ai envie de dire que la zone qui est ici entre 700, on va dire, et 570, c'est une zone de neutralité, c'est ma zone de neutralité. Voilà, ça se travaille là-dedans sur LVMH si vous voulez, mais bon, n'attendez rien de LVMH dans les semaines qui viennent. Attendez cette news dont je vous parlais. Et vous verrez, mais sincèrement, la bougie là, elle a du sens, et celle-ci, elle est en train de confirmer qu'il y a du sens dans tout ce qui se passe ici. Voilà, de là à passer positif, c'est un peu tôt, mais là, regardez, c'était magnifique, ça s'achète, ça s'achète, et on aurait eu raison. Voilà, puis LVMH profite du rebond du luxe en général, mais moi je trouve qu'il y a des valeurs qui sont beaucoup plus intéressantes. On en a déjà parlé dans cette vidéo-là un peu plus tôt. Allez, on enchaîne avec un dossier qui est beaucoup moins luxueux, quoique, parfois ça coûte un peu cher. On va aller dans les pneumatiques avec Michelin. Allez, c'est parti pour Michelin. Et Michelin, c'est un beau dossier, regardez, sur une longue période, c'est toujours haussier, ça monte tout le temps. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas, mais globalement, Michelin, c'est une superbe entreprise française, c'est le numéro 1 mondial du pneumatique, et ça n'a pas de raison de s'effondrer. Ceci étant dit, si on rajoute les dividendes, vous allez voir que c'est encore plus intéressant. Voilà, vous avez vu la courbe, elle a quand même pas mal changé, on a une grosse accélération, donc ce dossier-là, il faut considérer les dividendes dans votre analyse. Mais pour la technique, il faut enlever les dividendes. On les enlève tout de suite et on va regarder ça de plus près. Et qu'est-ce qu'on voit sur Michelin? Voilà, on était neutre négatif la dernière fois. Ça vient de se prendre une belle claque sur le dossier Michelin. On est retombé sur un niveau technique qui était évident. Donc un rebond technique s'est mis en place. On est en mensuel, donc voilà, il peut continuer, il peut remonter un peu plus haut, peut-être revenir ici, peut-être s'arrêter là. Remarquez, ici, ça peut bloquer. Mais
moi je reste négatif sur Michelin. Je reste neutre négatif, c'est pas une boîte qui s'effondre, mais pour moi Michelin doit aller voir plus bas. Donc je pense qu'en 2025, on aura une tentative de touchette sur les 25 euros. On a 32, hein, donc il y a encore du chemin à faire. Mais pourquoi pas aller sur 32, peut-être même 22, ça commencerait à devenir inquiétant, voire un flash crash assez rapide. Mais pour moi, Michelin, c'est pas le moment de s'intéresser au dossier. C'est un dossier qui reste un beau dossier, mais qui, pour l'instant, semble avoir des problématiques. Et puis cette bougie-là, qu'on soit très clair, elle fait très mal et elle fera très mal dans les mois qui viennent, à mon avis. Regardez celle-ci, hein, elle avait fait pareil et on avait été voir plus bas. Pourquoi pas avoir le même scénario ici pour pouvoir devenir de nouveau acheteur. Puis n'oubliez pas une chose, hein, c'est que dans les stratégies dividendes, quand vous achetez pas cher, des beaux dossiers comme Michelin, bah pas cher, ça veut dire que votre rendement futur sera encore meilleur. Donc faut pas l'oublier ça. Allez, on va aller voir un hebdomadaire si ça se confirme ce que je vous raconte. Oui, un hebdomadaire, hein, je confirme. Ce niveau-ci est technique, ce niveau-ci est technique. Donc voilà, hein, on a deux petits niveaux là qui peuvent nous embêter. On verra bien ce que ça donne dans le futur, mais moi je vois pas Michelin repartir très 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 fort. Je vois plutôt aller retravailler ici, aller chercher un peu plus bas dans les mois qui viennent. Comme je vous le disais, donc rien de particulier de plus à dire sur Michelin, si ce n'est que voilà, je suis pas fan et les derniers chiffres n'ont pas été très positifs. Et je pense que c'est pas fini pour Michelin, donc on va enchaîner rapidement sur le dossier suivant. Et donc je pense que le cours de bourse risque de baisser encore un peu. On verra dans quel sens il va. Je sais à peu près où ça va, je sais pas comment il va y aller, mais bon, j'ai le sentiment que voilà, ça va aller vers le bas. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre dossier. Un dossier que j'aime pas beaucoup, c'est le dossier Orange. Allez, on bascule sur Orange tout de suite. Donc Orange est en difficulté. On était neutre et évidemment, quand on arrive sur cette borne-là, on peut redevenir que positif. Alors moi, j'ai envie de vous dire neutre, positif, parce que je vois mal Orange se casser la figure. J'ai pas d'éléments spécialement négatifs sur Orange. Et je vois pas pourquoi ça rebondirait pas, comme ça l'a toujours fait depuis maintenant, depuis le Covid. Je vois pas pourquoi ça irait plus bas, mais ça peut y aller, mais votre invalidation est toute proche. Donc voilà, au moment où j'enregistre la vidéo, bah, c'est peut-être un moment intéressant de regarder le dossier Orange. Mais ce qui est intéressant chez Orange, c'est surtout les dividendes. Regardez bien ce que ça donne quand on les rajoute. Voilà, la valeur patrimoniale de Orange est vraiment intéressante. Ceux qui achètent les points bas, bah, ils gagnent de l'argent sur Orange. Voilà, ça reste une grosse mémère, hein. C'est pas, moi ça m'intéresse pas, mais bon, bah globalement, ceux qui sont intéressés par des dossiers plutôt calmes, bah, je trouve que c'est un point d'entrée intéressant pour Orange jusqu'au jour où bah, ça cassera, et quand ça casse, on s'en va. C'est pour ça qu'il n'y a pas, chez moi, il n'y a pas d'idée d'investissement où on ferme les yeux et on fait une vérification tous les ans. C'est pas possible de faire ça, il faut absolument garder ces dossiers, et si ça casse le niveau qu'on a connu, bah voilà, il faudra s'en aller. On revient dessus tout de suite. Le voici, le voilà, il est ici. J'ai envie de vous dire une petite exagération pour que ça passe juste en dessous. Alors ça peut aller en dessous puis rebondir, mais ça voudrait dire que le dossier est dans sa tendance baissière. Enfin, il baisse depuis 1 an et demi, hein, tranquillement, avec des hauts et des bas. Ouais, ça va peut-être s'arrêter parce qu'il n'y a quand même pas d'éléments négatifs sur Orange, pas vraiment d'éléments négatifs sur Orange, donc pourquoi pas revenir sur les 12, on passerait de 9,50 à 12, voilà, c'est vraiment tranquillou. On va éviter de parler de ce qui s'est passé il y a 25 ans, hein, ça s'est effondré du temps de l'explosion de la bulle Internet. On pensait qu'Orange était l'avenir, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est au fond du trou et ça y reste. Et ça a un gros intérêt technique, c'est que ça respecte vraiment bien les bornes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'Orange, bon voilà, on passe neutre positif sur Orange, mais c'est vraiment histoire de le dire qu'on est sur une borne technique très intéressante sur ce dossier ancestral. Allez, on va les voir en hebdomadaire si je confirme ce que je vous raconte. Ouais, on est un peu habitué, regardez, hein, ça accélère très fort, puis finalement ça rebondit. Là, ça accélère très fort et ça rebondit aussi. Donc ouais, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire pour l'instant, Orange, oui, neutre positif. Et puis, on s'est invalidé. Vous avez vu, on est tout près. Donc, il y a peu de pertes à avoir et peut-être un gain sympathique à obtenir. Et puis, peut-être avoir une position long terme qui sera très intéressante sur Orange. Voilà pour le dossier Orange. On va enchaîner tout de suite avec un autre dossier qui, lui, s'est effondré en bourse. Il s'appelle Pernod Ricard. On va aller voir ça tout de suite. Et Pernod Ricard, bah voilà, c'est l'effondrement. On passe de 217 à 108. Hein. Je trouve pas ça très juste, mais en même temps, il se passe des choses sur le spiritueux qui font que ça va très mal chez Pernod Ricard et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter puisqu'il y avait un niveau technique qui me paraissait super intéressant ici. Bah ouais, regardez bien, on l'a cassé, on a voulu rebondir et cette semaine, boum, badaboum. Alors là, c'est en mensuel, mais je peux vous dire que ça continue. Donc bah, Pernod Ricard, on était très négatif, on va rester négatif sur Pernod Ricard et on va tendre d'autres bornes plus bas et j'ai envie de vous dire que peut-être le niveau de 89 sera intéressant. Ça devient inquiétant hein, quand même, hein, mais bon, moi je vois pas trop pourquoi ça irait beaucoup plus bas. Donc j'attends de voir s'il y aura un rebond, mais pour l'instant le dossier il est oublié, abandonné, mis à la poubelle. Et vous savez, la bourse, quand tu jettes à la poubelle un dossier, ça peut durer très longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les investisseurs qui ont acheté ici puis qui n'avaient pas de stop, hein, qui ont laissé tout dégouliner malgré les dividendes, hop,
Les dividendes, bon, ça change pas grand-chose à la décision. Qu'on soit très clair, c'est toujours du beurre dans les épinards. Mais tous ceux qui n'ont pas vendu ici, je peux vous dire qu'ils ont une sale gueule de bois, je peux vous le dire, et sans jeu de mots. Parce que franchement, là, ça vraiment, c'est vraiment super inquiétant. Et ils vont vendre évidemment au point bas parce que les pauvres, ils ont psychologiquement une difficulté à tenir une position qui est très perdante. Voilà pour Pernod mensuel, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Ce qui est embêtant avec Pernod, c'est que si vous faites un plan, regardez bien, ça accélère, vous dites ah super, il y a un gap d'accélération, boum, il vient de se faire reboucher. La semaine où j'enregistre, c'est pas terminé en plus. Bon, ouais, j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas d'intérêt, il y a rien là quoi. Hein, qu'on soit clair, il y a rien de construit. Donc tant que vous avez rien de construit, il faut pas envisager de rebond technique. Enfin si, un rebond technique potentiel, mais vraiment rien d'autre. Rien ne tient sur Pernod Ricard, c'est terrible. Allez, ça reviendra un jour sur Pernod Ricard, qu'on soit très clair. Mais pour l'instant, à quel niveau ce sera? Et comme je vous dis souvent, ne vous acharnez pas à trouver le point bas, vous ne le trouverez pas. Et si un jour vous le trouvez, c'est juste la loi statistique de la chance qui fait qu'à un moment donné, vous le trouverez, mais c'est pas pour ça que vous êtes devenu un super trader. Allez, on enchaîne avec un dossier qui, lui, est tout à l'inverse de Pernod Ricard. Il s'appelle Publicis et on va aller voir tout de suite ce qu'il donne et s'il continue à monter autant qu'il a monté ces derniers temps. Alors, Publicis, c'est une superbe recovery. On part de 25, on est rendu à 104 en quelques mois. Ça a accéléré très fort. Ce qui est super intéressant, c'est que vous avez ce niveau technique ici qui a été retesté en pullback et qui a été parfaitement respecté. Regardez bien ce que ça donne. On accélère, on casse sans s'occuper de ce niveau qu'il était. Il était intéressant. Eh bien, on revient dessus et on accélère très fort. Donc, à vrai dire, nous n'avons pas sur ce dossier de vendeurs structurels, qu'on soit très clair. Les nouvelles sont très bonnes, qu'on soit très clair. Donc, tout est au vert sur Publicis, sauf que je trouve qu'en termes de valorisation, on commence à chatouiller des niveaux, je dirais pas chers, mais qui sont suffisamment chers pour faire une pause. Donc, malgré le fait que ce dossier-là soit haussier et que les news soient toutes positives, passer de neutre positif à neutre, n'est quand même pas délirant. Et à partir de ce moment-là, on verra bien. Mais je suis neutre, c'est-à-dire que je vois bien l'idée quand même, entre nous, d'aller taquiner le 88, peut-être dans quelques... revenir, à vrai dire, et de jouer entre la borne 88 et la borne 108, voilà. Et ça serait pas inintéressant. Donc une neutralité. Donc évidemment, à l'instant T, ce serait un neutre négatif, qu'on soit très clair. Mais voilà, ça peut accélérer très fort, c'est pour ça, c'est une neutralité. J'ai plus envie d'avoir d'avis sur Publicis, parce que franchement, on peut pas savoir ce qui se passe, il faut faire de la technique. Moi, j'aimerais bien qu'elle travaille, et ensuite qu'elle accélère, de telle manière à ce que ça construise une bonne base de travail pour pouvoir continuer sa tendance. Mais pour l'instant, j'ai pas l'élément. Alors c'est à la date d'aujourd'hui, si ça se trouve dans 3-4 semaines, ça aura fait le travail, ou dans 2-3 mois, ça aura fait le travail, et puis ça cassera vers le haut. Et là, évidemment, mais pour l'instant, je peux pas avoir d'arbitrage autre. Donc voilà, neutre... je peux être aussi bien neutre négatif que neutre positif. Techniquement, ça peut être négatif et techniquement, ça peut être positif. Donc à partir de ce moment-là, on peut être que neutre sur le dossier Publicis. Mais bon, voilà, j'ai aucun signal fondamental qui me dit faut se barrer, faut s'en aller, parce que c'est une superbe recovery, une super remise en question d'un groupe qui était censé faire n'importe quoi de son avenir. Et finalement, non, il travaillait très très bien. Et ça s'est avéré être une bonne décision que d'investir dans Publicis il y a 2 ou 3 ans. On va enchaîner sur une de mes chouchoutes du CAC 40. Ça fait un moment que je vous dis qu'elle va monter. Bon, c'est pas une valeur qui va monter très fort, mais elle monte et elle s'appelle Renault. Et Renault, j'ai déjà fait une vidéo il y a pas longtemps dessus. J'avais donné le point bas ici, boum, hop là, c'est reparti. On est en mensuel, donc gros rebond sur ce mois-ci, donc il y a rien à dire sur le dossier Renault. On est toujours positif sur cette chaîne sur Renault. Ça fait un bout de temps qu'on est positif. On est positif depuis ce moment ici qui est là. Et à vrai dire, il y a eu la guerre d'Ukraine qui a fait chuter le titre ici, mais c'était le point bas. Alors tout simplement parce qu'il y avait une Lada, je crois, qui appartenait à Renault, c'était russe et ils les ont vendus. Hop, quand c'était vendu, hop, c'est reparti. Ça a fait du cash, ça a mis de l'argent pour autre chose. Et on a un couloir haussier qui a pas l'air de vouloir retrouver sa borne basse. Donc, vous savez quoi, ce que ça sent? Ça sent le travail ici et l'accélération dans l'année 2020. Ouais, voilà, moi positif sur Renault. Je dis bien positif sur Renault. Je regarde même pas ses fondamentaux parce que je les regarde régulièrement. Et moi, je peux vous dire Renault, je suis positif sur l'année prochaine, encore une fois, et je peux vous dire que ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, alors peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 2-3 ans, on soit revenu à un niveau de 90, et je serais très très fier d'avoir dit depuis longtemps que j'étais positif sur Renault.
au niveau des 34, même si ça a mis du temps, hein, mais c'est une grosse mémère. Voilà pour Renault. On va aller voir un hebdomadaire, mais je pense que ça va confirmer ce que je vous dis. Et voilà, j'avais fait une vidéo, je crois que c'est ici, hein, ça a accéléré très fort ensuite, ça a corrigé, c'est revenu. Enfin voilà, on a plusieurs occasions, hein, sur ce dossier-là de faire des belles opportunités, ou alors c'était ici, je sais plus, mais bon voilà, j'ai tout tracé, j'ai rien enlevé par rapport à ce que je fais sur la chaîne, et voilà, ça a accéléré vers 38, et on est à 46, bah, c'est déjà une belle plus-value, mais moi je pense qu'il y a encore du potentiel avant que ça se repose un petit peu. Donc voilà, ceux qui aiment Renault, bah écoutez, allez-y. Moi je trouve que Renault c'est très intéressant, les nouvelles gammes sont très bien pensées à mon goût, elles sont dans le move. Après on peut juger toujours de la qualité de la bagnole, nous on n'est pas en train de regarder ça, on regarde les fondamentaux de l'entreprise, et je peux vous dire que Luca De Meo c'est un sacré bonhomme. Voilà peut-être un futur magnat dans le monde de l'automobile, un certain Luca De Meo. Il nous vient de chez Seat du groupe Volkswagen, et c'est lui qui a créé Cupra notamment, il avait aussi créé la Fiat 500 chez Fiat. Donc voilà, c'est un homme qui sait faire des nouveaux modèles, qui sait faire du commerce de voitures. Allez, on va aller dans le commerce d'autre chose, on va aller dans le commerce des moteurs, mais des moteurs d'avion. Et évidemment, je parle de Safran, la belle Safran. Et au mois d'août, Safran, bah, j'avais dit neutre négatif, alors j'ai eu tort parce que ça a réaccéléré. Je renouvelle mon neutre négatif et je suis négatif court terme. Je pense que Safran a besoin de respirer. Je pense que Safran a techniquement, regardez, hein, c'est magnifique, poum 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 poum, a besoin de respirer et d'aller chercher un peu plus bas. Alors je sais pas où est-ce qu'elle va aller chercher, ça peut être 186, ça peut être 149, ça ferait beaucoup quand même. Oh, sur un stress de marché, sur une mauvaise nouvelle, ça pourrait le faire, on sait jamais. Mais ce qui est certain, c'est que Safran pour moi, c'est en train de plafonner. Et c'est pas un jeu de mots hein, avec les moteurs d'avion, mais je trouve que l'avion il est bien haut, il est dans la stratosphère et ça a besoin de respirer. Alors c'est quand même pas mal ce qui s'est passé. On est à 91, on arrive à 227, ça a plus que doublé en un an et demi, presque 2 ans. Bon bah voilà, c'est bon quoi. Moi je pense que Safran, faut que ça corrige. Donc neutre négatif sur Safran, c'est pas une catastrophe non plus que ça s'écrase un petit peu, hein, que ça. Excusez-moi pour le jeu de mots. C'est vraiment pas gênant quoi. Il y a besoin de respirer. On trouvera des prix d'achat très intéressants sur Safran. Alors autant dire que le dividende, on s'en fout, aucun intérêt, ça change pas les décisions. Mais Safran, voilà. On va aller voir un hebdomadaire, mais je pense que je vais vous confirmer les choses sur l'hebdomadaire. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça, cette accélération qui est renvoyée violemment, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et ça va s'en aller plus bas. Moi, je vous le dis, ça va aller plus bas. Alors, ça peut rebondir un peu, etc. Tergiverser un peu. Moi, je vous dis, Safran. Je suis limite à vous dire négatif, hein. Je suis limite à vous dire négatif. Donc voilà, on va dire neutre négatif parce que ça reste une belle entreprise avec tiens, un support intéressant ici vers les 177. Ou alors vous voyez, hop, aller tranquillement chercher ce niveau de prix là de 184 et attendre l'oblique qui est ici. Vous voyez, comme ça, hop, ici. Tiens, on va marquer, on va voir que ça donnera dans le futur. On va marquer ça comme ça, tac. Voilà, et hop, comme ça que vous avez un graphique magnifique. Donc voilà, négatif, un neutre négatif, neutre dans le sens où fondamentalement ça reste une belle entreprise. Il n'y a rien à dire sur le dossier, ça reste haussier globalement, mais là une correction serait sympa. Allez, on va enchaîner avec un autre dossier qui est très haussier. On va aller voir Saint-Gobain. Allez, c'est parti. Alors voici Saint-Gobain sur une longue période, et si on rajoute les dividendes, ça donne ça en patrimonial, donc c'est une accélération phénoménale, ça accélère très fort. Et oui, hein, il n'y a pas que les valeurs du DAX qui montent fort, hein, il y a aussi des valeurs en France qui monte très fort, et Saint-Gobain c'est numéro 1 du matériau de construction on va dire, hein, puis de l'isolation aussi, hein, qui est très dans les matériaux de l'avenir on va dire pour le réchauffement climatique, etc. On va enlever les dividendes tout de suite. Voilà, j'étais neutre parce que je trouvais que j'étais neutre négatif même parce que je pensais qu'il fallait une correction. Bah elle a eu lieu mais elle a été très courte et c'est reparti très vers le haut, donc on peut revivre la même chose. On peut revivre la même chose sur Saint-Gobain, hop, j'agrandis, mais on va la vivre, hein, de toute façon, ça va corriger, mais de là à dire de nouveau neutre et négatif, c'est quand même pas bon parce que fondamentalement, j'ai pas grand-chose. Donc si ça corrige, c'est des points d'entrée. Donc à partir de ce moment-là, on va voir ce que ça donne en termes de correction, mais je ne vois rien de particulier sur Saint-Gobain qui me fait dire autre chose, donc on sera pas neutre négatif, on sera neutre, allez, neutre et encore j'ai envie de vous dire positif. Donc allez, neutre sur le dossier Saint-Gobain parce que ça casse tout, hein, ça casse toutes les résistances qu'on a créées. D'ailleurs je les enlève, ça sert à rien. Voilà, donc pourquoi pas aller respirer un petit peu plus bas dans les semaines qui viennent, neutre parce que bah voilà, ça peut rebondir très vite et repartir vers le haut. Pour moi c'est pas fini pour Saint-Gobain. Et puis bah donc en hebdomadaire ça nous confirme, ça nous conforte dans ce que je vous racontais. C'est plutôt un couloir haussier qui me paraît être écrit de cette manière-ci, avec un point de contact là et ici.
aussi, c'est pas tout à fait parfait. Donc ça a besoin d'aller voir un peu plus bas, ça serait pas mal que ça aille taper là, voilà. Donc c'est un neutre vraiment très positif, hein. C'est un neutre qui n'est pas positif mais qui l'est beaucoup. Voilà tout simplement. Et la bande de basse elle est ici, elle est assez bien marquée, il y a eu une exagération baissière mais ça a réintégré très rapidement. Voilà, donc ça peut aller un peu plus bas aussi et aller toucher le 75 chez Saint-Gobain et puis pas remonter, ce qui fait que ce serait un peu négatif. Voilà, neutre. Neutre sur Saint-Gobain, mais franchement, c'est un superbe dossier, il n'y a rien à dire. On enchaîne avec un dossier que j'aime beaucoup moins, je dirais même que je déteste, et on va aller voir tout de suite un dossier médical qui s'appelle Sanofi. Alors Sanofi, hormis le fait que ça monte comme ça en crabe depuis très longtemps, puisque là j'ai un graphique sur une trentaine d'années, sur 25 ans, non sur 30 ans, Sanofi, pour moi c'est pas intéressant pour des raisons techniques que je vais vous faire voir tout de suite après, mais les nouvelles sont bonnes sur Sanofi. J'aime pas pour d'autres raisons, hein. Mais voilà, donc Sanofi, j'étais neutre négatif, bon, ça m'a plus ou moins donné raison, quoi. Je vois pas pourquoi ça accélérerait, on est plus ou moins en bas, donc ça va repartir vers le haut, donc allez, on passe neutre positif. Mais voilà, pour moi Sanofi, ce qui est gênant, c'est d'autres choses, sachant qu'on a oublié de regarder les dividendes c'est vraiment très important sur Sanofi, hein, parce que vous voyez, hein, c'est beaucoup plus intéressant patrimonialement, l'accélération que vous voyez là est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, il faut intégrer Sanofi, il faut intégrer les dividendes sur le dossier, mais je reste détestateur total de Sanofi pour des raisons techniques. Mais pour des raisons techniques aussi, bah voilà, celui qui veut investir sur Sanofi, c'est pas loin d'être bête, le point technique absolu, il est ici, ça se voit, hein, c'est marqué à multiples reprises, autour de 85, voilà, c'est par ici que ça devient intéressant, 91, on n'est pas très loin. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, on va mieux comprendre ce que je raconte. Et en hebdomadaire, ce que vous voyez, c'est des bougies rouges, mais terribles, terrifiante et violente. D'ailleurs, on va enlever ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et ici, vous en retrouvez, donc ça peut réarriver. Bon, franchement, ça arrive pas tout le temps, mais ça, voilà, c'est déjà arrivé. Et ça me donne envie d'aller voir, vous savez quoi? D'aller voir le journalier. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, je vous le mets sans trop que vous voyez les bougies, mais regardez bien, il y a des trous partout. Il y a des trous partout dans ce graphique. C'est partout pareil, c'est continuel. Là, ici, il y en a partout, ici. Et les gens qui suivent mes vidéos savent très bien que ces dossiers-là, je peux pas jouer avec ça, c'est pas possible, même si on a effectivement un rebond technique très intéressant ici qui a été fait. Bon, alors ça n'empêchera pas de descendre, mais vous voyez, hein, il y a des violences dans ce graphique, c'est quand même les gens qui achètent ces actions-là, c'est des gens qui veulent être un peu tranquilles, un peu pépère. Non, tu peux pas être pépère sur un dossier comme ça gigote très violemment sur Sanofi. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, techniquement, voilà, ce serait bien que ça aille en bas, ça va peut-être toucher un niveau intéressant, ça va repartir, donc voilà. Il faut être acheteur dans cette zone-là, voilà, c'est ça que je dis. Moi, je suis neutre positif sur Sanofi, voilà pour Sanofi. Ce sera la seule que je vous ferai voir en daily aujourd'hui, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pour juste vous expliquer la violence des variations de cours qu'on peut avoir dans une nuit sur un dossier comme Sanofi. Regardez, ici, c'était impressionnant. On est passé de 98 le lendemain matin à 84, hein. C'est quand même gigantesque. Allez, on enchaîne avec un dossier que j'adore beaucoup plus, que vraiment j'apprécie beaucoup. C'est Schneider Electric. Et Schneider Electric, bah, c'est très simple, hein. Le couloir qu'on avait inscrit ici, bah, il est invalidé, hein, clairement, parce que ça reste au-dessus. À vrai dire, il est intéressant, mais sinon, ça reste au-dessus, hein, très clairement. Allez, je le réinscris même plutôt comme ça, et le rouge là devient vert. Allez hop, on accélère par le haut, et ça sera génial. Schneider, c'est une des plus belles valeurs que ce qui soit sur le CAC 40, à vrai dire, avec Essilor et Luxottica, pour moi, c'est l'une des deux plus belles valeurs qui soit sur le CAC 40. Tout simplement, Schneider Electric, c'est une bombe atomique qui est dans le bon move, dans le bon secteur, avec les bons produits, dans les bonnes zones géographiques. Et ça fait son succès, c'est un vendeur de pelles, hein, très simplement. Il vend. Alors, vendeur de pelles, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il vend ce que les gens ont tous besoin pour pouvoir faire un métier. Et quand vous creusez des trous, il vous faut des pelles. Bah, eux, ils vendent de l'électricité pour le photovoltaïque, etc., des systèmes divers et variés. Donc tout le monde achète leurs produits parce que voilà, c'est les produits qu'il faut pour faire du photovoltaïque et des choses comme ça dans les énergies renouvelables. Donc à vrai dire, on est dans l'énergie renouvelable. Et ce dossier ne fait que de monter, il respecte rien techniquement, enfin, on va dire techniquement par rapport à ce que je viens de vous faire voir. Ce qui fait que globalement, c'est un dossier qui monte tout le temps. Et j'ai envie de vous dire d'être positif sur ce dossier-là, c'est pas une nouvelle, ça a encore fait un plus haut historique ces derniers temps. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin d'enchaîner sur une analyse plus profonde. Schneider, c'est positif. Alors ça peut corriger évidemment, ce sera des points d'entrée intéressants pour ceux qui sont pas dedans.
Et ceux qui ont pas acheté, bah, à vrai dire, c'est très difficile d'acheter sur des points comme ça, puisque bah voilà, mais ça monte tout le temps. Sachant que bon, Schneider, c'est une mémère, hein, ça monte pas très vite, mais ça monte tout le temps. Donc à partir de ce moment-là, c'est intéressant. Voilà pour Schneider. Je suis désolé, hein, je peux pas faire beaucoup plus, mais le titre est vraiment une des plus belles valeurs de la cote française, si ce n'est la plus belle. Allez, on va enchaîner avec un dossier que je déteste, mais sur lequel je vais changer d'avis. Ça, c'est très important. Il n'y en a pas beaucoup dans cette vidéo, comme chaque fois, on ne peut pas changer d'avis tout le temps surtout, mais là, ce dossier-là, je vais changer parce que je pense qu'il va y avoir une grosse spéculation dans les mois à venir sur le dossier Société Générale. Et la Société Générale, bah, sur très longue période, on peut deviner que c'est complètement catastrophique. J'ai envie de dire que Jérôme Kerviel l'avait bien cassé cette valeur, et on rajoute les dividendes, et vous verrez que c'est pas beaucoup mieux avec les dividendes. Voilà, vous voyez, hein, c'est une catastrophe. Société Générale, c'est vraiment pas intéressant. Ça fait des années que je le dis, et on est en 2025 et depuis 15 ans, c'est que dalle. À vrai dire, je pense que nous sommes à la fin de cette disette boursière concernant le dossier. Alors je reviens sans les dividendes parce que, à vrai dire, il se passe rien là. On est clair, hein. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc j'ai envie de vous dire, j'aurais dû dire, ouais, je suis négatif. Alors ça peut parfaitement venir en bas, pas de problème avec ça. Mais j'ai tous les indicateurs sur Société Générale qui me font dire que, je dirais, le paradigme sur ces sociétés-là est en train de changer. Alors ça peut travailler pendant des mois, hein, qu'on soit très clair, ça peut travailler des mois, mais j'ai des fondamentaux qui semblent vouloir se retourner enfin sur Société Générale. Il va falloir qu'ils confirment, évidemment, hein, les investisseurs sont encore sceptiques, ils ont été tellement déçus qu'il faut vraiment un sentiment très positif sur le dossier pour pouvoir que ça change, donc ça va être long. Mais il y a aussi un autre phénomène qui peut se mettre en place, c'est un phénomène de rachat. À vrai dire, la Société Générale va mal. Alors, est-ce qu'ils vendent la mariée plus belle qu'il n'est pour être vendue correctement? J'en sais strictement rien. Ce qui est certain, c'est que la Société Générale, beaucoup lorgnent sur le dossier, parce que Emmanuel Macron s'est clairement présenté comme étant un vendeur du dossier, et évidemment on ne pourra pas le faire sur la France. Alors, les gens vont dire c'est encore un Alstom ou je sais pas quoi, c'est pas vrai du tout. Société Générale, c'est déjà étonnant qu'elle soit encore indépendante. Il faut qu'elle soit rachetée, il faut qu'elle disparaisse entre guillemets dans un groupe beaucoup plus important, style Unicredit. À mon avis, les Italiens sont dans les favoris, il y a aussi peut-être les Allemands, mais enfin bon. Moi, j'ai envie de dire, ou peut-être une banque anglaise, mais ce sera plutôt une banque européenne. Bon, j'ai envie de dire, j'ai oublié, il y a aussi la Santander. Pour moi, la Société Générale est censée être vendue. S'il y a une spéculation qui se met en place, ça va accélérer très fort. S'il n'y a pas de spéculation, je pense quand même que ça va travailler pour pouvoir accélérer vers le haut, parce que je trouve qu'ils ont... les fondamentaux commencent à changer sur la Générale de manière assez intéressante. Donc voilà, bravo à celui qui est en train de mettre en place, parce que franchement, ça fait longtemps que c'est une catastrophe. Et on verra bien, mais c'est peut-être la belle surprise de l'année. Elle viendrait de la Société Générale. Donc allez, on va se mouiller sur le dossier. Je suis positif sur Société Générale, et je peux vous jurer que c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Ce sera la surprise de cette vidéo. Société Générale, je passe positif. Allez, on va regarder vite fait l'hebdomadaire, voir s'il y a quelque chose d'intéressant en plus à rajouter. Eh bien, absolument pas, hein. La résistance, elle est très claire. Elle est ici, elle est autour de 28. Alors, ça travaillerait ensuite peut-être cette oblique, hein, qui est juste ici autour de 29. Mais bon, le passage au-dessus de 30 serait magnifique. Moi, je vous dis, hein, ça va travailler, accélérer, mais on passe positif. On est positif sur Société Générale, on est en train de se retourner, à mon goût, sur Société Générale. Allez, on enchaîne avec une autre valeur, elle qui s'est effondrée. On va aller voir dans l'état où elle est. J'avais été très clair sur le dossier, il s'appelle Stellantis. Alors Stellantis, on avait été très clair, c'était juste ici, hein, je me rappelle très bien. C'était à ce point-là, ici, et j'avais dit Carlos Tavares, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il dégage, il faut qu'il se fasse virer. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques jours? Pouf, il a été viré. Et j'avais dit que le scénario idéal, c'était que ça aille toucher ce niveau-là autour de 10 pour que ensuite Carlos Tavares soit viré et que ça rebondisse très fort. Bon, bah il a été viré à 11, il nous manque 10%. Voilà, donc bon. Maintenant, la question est la suivante. On a eu le rebond technique par rapport à l'annonce de son départ qui a fait que ça a rebondi. Mais regardons d'abord les dividendes, ce que ça donne sur le dossier Stellantis. Voilà, c'est un peu mieux parce que regardez bien, si je les enlève, hop, voilà. Donc c'est quand même... c'est intéressant d'avoir des dividendes sur ce dossier-ci. Donc voilà, et on a en plus un point un peu plus intéressant pour les gens qui s'intéressent aux dividendes, on est sur un point intéressant. Mais est-ce qu'on est au plus bas? Moi j'ai envie de vous dire non, parce que il y a plus de pilotes dans l'avion, il va falloir refaire une stratégie. Alors je sais qu'il y a ça se met en route, mais enfin bon, vous savez, il va falloir vérifier que la personne soit bonne. Sur Renault, on a Luca De Meo qui a mis 2-3 ans à mettre en place sa stratégie, hein. Donc pour changer de stratégie sur Stellantis, il va falloir un peu de temps. Donc ne vous attendez pas à un rebond absolu. Donc j'étais négatif, je vais passer neutre négatif
sur le dossier. J'espère que ça va aller un peu plus bas, histoire de valider un peu mon scénario. Mais on va avoir un peu plus d'enseignements sur la partie hebdomadaire. Et hebdomadairement, qu'est-ce qu'on a? Bah, évidemment, la news, ici, je peux vous dire la date, hein, c'était le 2 décembre. Hop, accélération, ça arrive sur une résistance, pouf, ça repart vers le bas. Donc pour moi, on est toujours en tendance baissière et on est actuellement à 12,74. Je pense qu'on ira plus bas sur ce dossier-ci dans les mois qui viennent. Donc voilà notre négatif. Pour pas dire négatif, on reste négatif sur Stellantis. Ce qu'a fait Carlos Tavares, ça fait mal et ça fera mal encore un bon bout de temps sur le dossier Stellantis. Allez, on va aller voir un autre dossier sur lequel j'étais négatif aussi. Il s'appelle ST Microélectronique. Alors ST Microélectronique, malgré tous les petits carrés pour les dividendes, hop, ça donne rien, donc pas d'intérêt sur les dividendes, ça change rien à la graphique que nous voyons. Hop, ça descend, ça descend. On avait une oblique qu'il fallait absolument tenir, qui n'a pas été tenue par le graphe, qui n'a pas été tenue par le dossier, et on a eu une baisse en dessous, là, puis on a fait un rebond technique, mais regardez bien, on est dessus. Il faut passer au-dessus hein, pour repartir vers le haut, et je pense que ce sera pas le cas sur STM. Donc ça c'est un rebond technique qui me plaît pas du tout. Après hein, je peux avoir tort, hein. Vous savez, sur tout ce que je raconte, je peux avoir tort, parce que bon, il y a un niveau technique ici qui peut être intéressant, donc je peux remonter à 27, on est à 25, ça peut monter à 27. Mais pour moi, je vois pas pourquoi ça le ferait. Mais on va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair ce que je raconte. Et pourquoi je trouve que c'est beaucoup plus clair, c'est que bon voilà, on a une accélération très forte sur STM, et puis ça descend, les plus hauts sont de plus en plus bas, et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc on est en tendance baissière, dans un petit canal descendant, etc. Donc j'ai envie de vous dire, sur STM, je reste négatif sur STM, et je pense que ça ira encore plus bas dans l'année 2025. Voilà, c'est très simple sur STM, hein. Faut laisser la tendance se faire et aller chercher d'autres niveaux. Pour moi, c'est trop gloubi-boulga, c'est pas intéressant à ce niveau-là, à ce moment-là de bourse. On va enchaîner avec une valeur que j'étais passé positif dessus, et pour l'instant, bah, ça me donne pas raison. Elle s'appelle Téléperformance, et on va aller voir ce qu'elle donne tout de suite. Alors Téléperformance sur très longue période, hein, c'est un superbe dossier qui a accéléré très fort jusqu'à 370, 380, puis après ça a été l'effondrement. Choix stratégique peu judicieux, on va dire, pour pas dire autre chose. Et puis on s'est retrouvé dans une situation où moi je trouvais qu'autour de 350, c'est par ici, j'ai commencé à être vraiment négatif, 300, ouais, 310, un truc comme ça. Et ben après voilà, ça m'a conforté. Et je pensais pas que ça allait descendre comme ça, hein, qu'on soit très clair. On est aujourd'hui à 80, c'est-à-dire qu'on a divisé, hein, on a divisé par 5 le cours. Pour des raisons qui étaient valables, hein, qu'on soit très clair. Il y a eu des rebonds techniques assez violents aussi, hein, que ce soit clair. Mais je trouve que le niveau qu'on a ici est un niveau intéressant. Alors après, moi j'ai envie de vous dire, je peux avoir tort, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que ici, autour de 80-82, on a 82 ce soir. Je pense que c'est un moment très intéressant pour un trader, et puis bah, de voir si ça peut repartir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'être acheteur autour de 80, c'est beaucoup mieux que d'être acheteur à 140 ou à 100, 180 ou 200. Et c'est pourtant pas faute de l'avoir vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis plutôt en train de chercher des points d'entrée sur le dossier Téléperformance. Et pour moi, c'est la fin. C'est la fin de la baisse. Ça peut encore baisser un peu. Mais j'ai eu tort sur la fois d'avant de vous dire que j'étais positif sur Téléperformance. Eh bien, moi, j'insiste. Je dis que Téléperformance, je suis positif malgré sa tendance baissière. On est sur un point technique super intéressant. On est tout proche des 78. C'était le point bas ici. On a fait 81. Voilà, c'est pas encore gagné que ça remonte tout de suite. Mais pour moi, en 2025, on devrait remonter. On devrait aller plus haut que le prix qu'on est actuellement. Et Téléperformance, je suis toujours positif sur Téléperformance pour un retournement. Voilà pour Téléperformance. On va aller voir en hebdomadaire ce que ça donne, mais de toute façon, ça changera pas à mon avis. Tiens, ben regardez ce qui est en train de se passer en hebdomadaire. On verra bien. On a encore 1 ou 2 journées à faire, mais il y a un petit rebond. Si ça a réintégré ici, que ça clôturait autour de 84, ben, je peux vous dire que ça s'appelle un marteau, et un marteau comme celui-ci qui fait un rebond technique intéressant. Après, de là à dire que ça va remonter au Nirvana, il y aura beaucoup d'étapes. Mais pour moi, Téléperformance, ça devient un dossier intéressant fondamentalement à ces niveaux de prix-ci. Allez, on va enchaîner avec un dossier sur lequel qui est pas du tout dans la même situation, mais qui pour moi, c'est justement là aussi je suis contrariant, c'est le dossier Thales. Et le dossier Thales, j'étais négatif ici. Et là, fallait être courageux pour dire négatif sur Thales. Et pourtant, bah voilà, c'est en train de baisser Thales tranquillement. Alors, ça baisse pas très très vite, ça gigote encore, mais pour moi... Pour moi, c'est foutu, quoi. Ça, c'est un petit dead cat bond pour repartir à la baisse. Et en mensuel, hein, qu'on soit très clair, c'est pas joli. C'est pas joli sur Thales. Alors oui, c'est de l'armement. Oui, il en faut plein. Oui, il faut faire des guerres. Oui, bah moi, je suis un anti-guerre. Voilà.
Et puis c'est comme ça, et j'aime pas les guerres, et j'ai pas envie que les gens meurent de la guerre, même s'il y en aura toujours. Voilà, c'est pas pour ça que je suis partisan de ça c'est mon avis. Mais au-delà de ça, Thalès, je pense qu'on est aussi à l'orée peut-être d'une accalmie sur le monde des guerres, justement, parce que un certain Donald Trump est anti-guerre. Alors c'est pas parce que il est anti-guerre que moi je deviens anti-guerre, je l'ai toujours été, et donc ça va pas m'empêcher, donc j'achèterai jamais des actions d'armement. Mais par contre, c'est en train de me donner raison. Et je peux vous certifier que je reste négatif sur Thalès. Et je vois bien un bon flash crash le jour où il y aura une accalmie, et je pense qu'elle aura lieu vraiment en 2025 entre les Ukrainiens et les Russes. Je pense que ça va s'arrêter. Alors on m'a dit ouais, on me dira peut-être oui, tu l'as déjà dit en 2024. Ouais, je le dis en 2024, je le dis en 2025. Pour moi, la guerre est terminée en Ukraine. C'est qu'une question de semaines, de jours, et aussi de décisions politiques qui vont bientôt arriver à mon goût. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on verra un flash crash. Alors évidemment, ça n'empêchera pas d'acheter de l'armement, mais pour moi, le gros sur l'armement est fait, et j'ai fait même une émission spéciale qui s'appelle Ça va exploser, où j'ai dit que c'était un jeu de mots évidemment, mais qui disait que pour moi toutes les valeurs du monde de l'armement allaient baisser, voire s'effondrer. Bon, pour l'instant Thalès me donne raison, les autres me donnent pas trop raison, mais c'est pas pour ça que ça me donne tort dans le futur. Vous verrez que pour moi l'armement c'est un truc à fuir, à mon avis, pour 2025. Allez, on enchaîne avec une valeur qui est certainement une de vos favorites. On va parler tout de suite de Total. Et Total, j'étais négatif. Et voilà, j'étais neutre, négatif, et voilà, je pensais que ça allait baisser, c'était logique que ça baisse, et ça baisse. Donc à partir de ce moment-là, Total, là c'est parti pour on sait pas quoi. Ça peut rebondir, ça peut ne pas rebondir. On sait strictement rien, mais il faut que ça écrive une histoire. Donc il y a un niveau ici qui peut être intéressant à 47, il y a un niveau ici à 41, enfin bref, il y a plein de niveaux partout. On verra bien où ça veut rebondir, mais pour l'instant, Total, c'est en train de baisser parce que tout simplement, à un moment donné, ça peut pas monter tout le temps. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et hop, j'ai mis à jour au passage. La deuxième chose, c'est que je vois pas la production de pétrole se développer dans le futur. Alors, je vais faire un article où vous irez voir sur mon site internet. Hein. Je vais faire un article dans peu de temps qui explique pourquoi je pense que le pétrole est fini, malgré le fait de tout ce qu'on vous dit, et je suis contrairement à ce qu'on dit, je suis contre l'idée que le pétrole va continuer à monter en production. Il va peut-être se vendre ailleurs, mais dans l'Occident c'est fini, hein. L'Occident est en train de basculer, les États-Unis basculent, l'Europe bascule depuis longtemps, et même la Chine est en train de chercher autre chose, parce qu'ils savent très bien qu'il y a plus autant de réserves que ce qu'ils espéraient dans les sous-sols divers et variés, et je peux vous jurer que s'il y a bien un autre truc qui va se passer dans pas longtemps, à mon avis, c'est la chute du régime iranien, parce que il y a énormément de réserves de pétrole, il va falloir qu'on s'occupe du dossier iranien pour des raisons tout simplement de ce genre de choses-là. Mais pour ce qui est de Total, pour y revenir, moi je pense que ça va chuter, parce que il y a aussi les cours du pétrole qui sont pas terribles, ça monte plus, le pétrole c'est en train de baisser. Moi je prévois pour 2025 une chute du pétrole, donc à partir de ce moment-là, je pense que Total suivra le mouvement, donc je suis négatif sur Total pour ces raisons-là, même si c'est la valeur qui est la plus, je dirais, intéressée par d'autres types d'énergie. C'est ça qui est intéressant chez Total, c'est qu'ils font autre chose, et ils s'appellent Total Energy, c'est pas par hasard. Allez, on va regarder vite fait les dividendes, ça fait quand même du bon gras pour le dossier Total. Voilà, le dossier Total avec les dividendes, hein, c'est assez impressionnant. Voilà, donc on cherche des points, vous verrez bien où ils se trouvent, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur Total, je suis négatif pour l'instant, et on verra bien un rebond. Oh tiens, ça se voit là, 47 là, à mon avis, ça devrait aller là. Et puis après on verra bien ce qui se passe, et puis après des rebonds, ça va pas s'effondrer. Tiens, rebond sur le niveau 55 après, paf, tac 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 tac, et puis faire une épaule, double épaule même, tête, et puis peut-être redouble épaule, peut-être essayer de retrouver 60, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Je pense que Total, là c'est fini pour un petit moment. Allez, on enchaîne avec un dossier sur lequel j'étais plutôt positif alors qu'il est tout en bas. C'est un dossier qui s'appelle Unibail-Rodamco, et on va aller voir si ça remonte tout le temps. Ce qui est génial sur Unibail-Rodamco, c'est que j'ai dû en parler plus ou moins par ici. J'ai donné le point technique ici pour que ça remonte, et hop, c'est remonté. Alors ça a du mal à remonter plus fort. Il nous faut une baisse des taux d'intérêt, hein, clairement, et pour l'instant les taux d'intérêt baissent pas tant que ça, hein, hormis les taux directeurs, mais les taux à 10 ans baissent pas. Mais moi je peux vous dire que je reste positif sur Unibail-Rodamco. Alors ça peut revenir taper ici, ça peut retourner un peu plus bas, mais pour moi Unibail sur longue période, ça a vécu le pire. Donc franchement, imaginez, hein, je suis positif, hein. Si ça redescend à 40, 45, 47 là, vous allez me dire, tu t'es planté. Ouais, je me suis peut-être planté, mais là c'est un super point d'entrée, quoi. Qu'on soit très clair.
qu'on soit très clair sur le dossier. C'est pour moi un super point d'entrée. Donc on verra bien. Moi je pense que ça va tenir, ça va se maintenir, ça va travailler et accélérer. Donc on reste positif sur Unibail Rodamco. On va aller voir un hebdomadaire si vous voulez, mais franchement, mon avis il est très clair sur ce dossier-là. Ouais, donc voilà, vous voyez l'accélération ici. Maintenant ça construit, c'est en train de voilà. Donc ouais, franchement, il y a de bonnes chances que ça aille chercher là, ou alors que ça reparte très vite. Mais bon, peut-être aller chercher de nouveau ici, et des points d'entrée pour pouvoir aller retrouver pour les traders, les swing traders, pour aller retrouver le niveau 83, puis travailler, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, pour moi, Unibail a mangé son pain noir et devrait repartir tranquillement vers le haut. Mais il nous faut aussi des taux d'intérêt qui nous aident à faire que ce dossier reparte à la hausse, et globalement, le secteur va un peu moins mal, mais ça dépend des dossiers. Et pour l'instant, je dirais que Unibail est un de mes favoris pour l'avenir. Allez, on continue avec un dossier pépère, un dossier qui est très intéressant aussi pour ce côté sécure. C'est la valeur Veolia. Allez, c'est parti pour Veolia. Et donc Veolia sur une période longue, hein, ça s'est cassé la figure. Ensuite, c'est en train de remonter en crabe. Et on peut pas dire que la forme graphique que nous voyons ici soit très attrayante. Ça, c'est le moindre qu'on puisse dire. Donc à partir de ce moment-là, vous allez croire que je suis négatif. J'étais neutre positif et j'ai eu plus ou moins tort. À partir de ce moment-là, je suis censé devenir neutre négatif, peut-être que ça retombe, et ça peut retomber. Et si ça retombe, moi je vous le dis, c'est une opportunité de fou. De fou. Je vous le dis. Veolia, pour moi, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, je suis assez surprenant là aussi. Hein. Veolia, c'est une des valeurs d'avenir sur le CAC 40. Alors ça me donnerait à tort sur quelques mois, ça me donnera tort, évidemment, j'ai bien compris. Mais pour moi, Veolia, c'est la surprise potentielle sur 2025 boursièrement. Veolia peut parfaitement accélérer, et je dis pas uniquement pour aller à 36, hein, pour travailler et pour accélérer, et pour repartir vers très haut. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais si ça retombe ici, franchement, c'est une opportunité de dingue, parce que pour moi, ce couloir n'a plus vraiment de raison d'être. Ce couloir qui est haussier, hein, il a plus de raison d'être. Alors ça me donnera peut-être tort, hein, j'en sais strictement rien. Donc à vrai dire, il faudrait avoir une forme technique qui soit intéressante pour pouvoir l'acheter, mais pour moi, Veolia, c'est un des meilleurs dossiers à faire dans l'année prochaine. Voilà, c'est ma petite nouveauté là aussi, une petite nouveauté qui est très surprenante, mais qui me fait dire que le niveau de 23 là, ici par là, ça pourrait être très sympa. Il faudrait un petit flash crash. Moi, je peux vous le dire, à 23, mais waouh. Ouais, Veolia, je suis positif malgré la sale tête que ça a, et je peux vous certifier que je serais étonné que ça fasse l'inverse, mais bon, on verra bien. Mais jusqu'ici là, je peux vous dire, là, c'est un super point d'entrée. On va aller voir un hebdomadaire aussi si ça confirme que c'est un peu chafouin, mais ça ne changera pas mon avis que je viens de vous donner. Hein. Voilà, je confirme, hein, c'est pas beau, c'est pas beau du tout, c'est pas beau, mais peut-être le niveau technique que j'avais pas vu. Ah si, il est intéressant celui-ci. Le niveau de 25 là, ça peut être intéressant. Donc on n'est pas très loin. Allez, sur 22, franchement, j'y crois pas du tout quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Veolia, moi je vous le dis, hein, à surveiller de très près ce dossier-là. Je deviens positif, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, et souvent hein, c'est des dossiers, personne n'en parle, et puis tiens, Ricardo il commence à en parler. Et ben je peux vous certifier que ça peut arriver que je me trompe pas, et si je me trompe pas, j'en serais très fier, et je serais très content que ceux qui investissent dans Veolia et puis qui gagnent de l'argent, je serais content de faire gagner de l'argent à des petits Français qui sont en bourse, qui ont du mal à gagner de l'argent. Et puis n'oubliez pas de penser à votre Ricardo et de vous inscrire sur Dynamic Invest pour pouvoir profiter d'encore plus de dossiers intéressants sur la cote européenne. Voilà en tout cas pour Veolia, ouais, super 25, 27 là, enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et après techniquement on verra bien, mais pour moi Veolia, c'est le dossier. Ça vous surprend, hein? Eh ben vous pouvez l'écrire en commentaire, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis à mettre des pouces et des likes sur la vidéo, ça me fera plaisir, puis ça fera plaisir aussi à l'algorithme de YouTube. Allez, on enchaîne tout de suite avec la valeur qui s'appelle Vinci. Alors là, je serais beaucoup moins positif, entre guillemets, je serais beaucoup moins enthousiaste. Alors pourquoi je suis beaucoup moins enthousiaste sur Vinci? Tout simplement parce que techniquement, on a tapé la borne haute, et on a bien fait de taper la borne haute, et une grosse accélération baissière, un rebond un peu poupouille, et puis c'est en train de partir en catastrophe. Pourquoi? Parce que Vinci fait de la concession, donc il dépend de la politique, et comme il dépend de la politique, il est en train de se faire déglinguer par tout ce qui se passe en France, et à mon avis c'est pas terminé. Donc je deviens, pas pour des raisons de la boîte c'est une bonne boîte, mais pour des raisons je dirais de circonstances politiques françaises, badaboum, je vois peut-être une continuation de cette baisse, avec certainement des trucs qui vont nous inventer pour que Vinci ceci ou pour que Vinci cela. Donc les concessions, c'est à fuir, ce sont des dossiers qui sont politisés, et à partir de ce moment-là, il faut faire très attention. Et là, vraiment, la bougie ici, elle est vraiment catastrophique. C'est à deux doigts de s'écraser, là, hein, c'est à deux doigts de tomber, hein. Et on est en mensuel, donc ça peut mettre un peu de temps, mais moi, personnellement,
Vinci, c'est le dossier à fuir parmi tant d'autres. Allez, on va aller voir en hebdomadaire si ça se confirme. Alors en hebdomadaire, on est beaucoup plus sceptique entre guillemets sur ce que je dis, hein, certainement. Mais regardez bien, hein, ça c'est la réaction suite à la dissolution du gouvernement, hein, enfin voilà, l'appel aux urnes d'Emmanuel Macron, ça rebondit, puis ça repart en bas. C'est techniquement assez propre. Moi, je pense que ça va travailler là, ça va aller plus bas. Mais il faudra des news, hein, pour ça. Hein. Mais sinon, bon, après, voilà, Vinci, c'est très bien. Mais voilà, je préfère être négatif sur Vinci, dans le sens où, bah voilà, ça m'a donné raison la dernière fois, mais je suis à peu près convaincu que Vinci, ça doit aller plus bas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas, pour moi, hein, faut pas acheter. C'est mon avis, ça engage que moi. Mais pour moi, faut pas acheter ce genre de valeur dans ces périodes politiques très très compliquées. Allez, on enchaîne avec un autre dossier sur lequel c'est un peu compliqué à comprendre. C'est le dossier Vivendi, et on va faire un petit laïus sur ce dossier-là qui a fortement changé. Alors Vivendi sur longue période, hein, c'est en train de rebondir après un effondrement, mais c'était d'un autre temps, du temps de Jean-Marie Messier de mémoire. Et ensuite, c'est un rebond en crabe, hein, à vrai dire, un rebond qui est un peu difficile, mais bon voilà, Vivendi cherche son nouveau modèle économique et il possède notamment Canal+, enfin voilà, Hachette, etc. Et ils ont pris la décision, et c'est ce qu'on voit sur ce qui vient de se passer, hein, ça vient de se passer en bourse, hein, on est passé d'un 90 à 2,59, vous allez dire ah c'est génial, c'est super, c'est génial, mais à vrai dire c'est les opérations financières qui ont été faites, qui ont fait qu'il y a un gros mouvement sur Vivendi, et Vivendi devient une sorte de holding financière qui possède des entreprises qui ont été mis en cotation à droite et à gauche en Europe. Canal+ est coté sur Londres de mémoire, Louis Hachette, je sais plus sur quoi. Enfin bon bref, ça va un peu partout et je suis pas très fan de ce qui s'est passé, donc je comprends pas le dossier que je fuis par nature, je comprends pas, je m'en vais. Et Vivendi essaye de se trouver un nouveau modèle économique, de plutôt d'être une holding financière qu'autre chose. Voilà, il y a plus l'industrie. Les industries sont dans les sociétés qui ont été recotées ailleurs, avec des valorisations plutôt intéressantes. D'ailleurs, Canal+ s'est effondré, mais les autres ont bien monté. Donc voilà, j'ai envie de dire tout simplement Vivendi. Dossier que je comprends pas, donc ça m'intéresse pas, et c'est comme ça que je vous dis que j'arrête là-dessus, parce que Vivendi, bah c'est vraiment pas le dossier qui m'intéresse aujourd'hui. Alors on va dire neutre tout simplement pour pouvoir matérialiser dans mon petit tableau habituel maintenant ce que je pense et ce que ça donnera dans le futur. Ça peut monter parfaitement, j'en sais strictement rien, j'arrive pas à comprendre le dossier, donc je ne vais pas m'inquiéter sur ce sujet-là. Et voilà, c'était la 40e, hein, la 40e du CAC 40. On a fait toutes les valeurs du CAC 40. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des likes, enfin bref, permettre à l'algorithme de me repérer un peu plus facilement pour tous les gens qui ne connaissent pas cette chaîne sur la bourse. Je vous laisse ici un programme qui s'appelle Débuter en bourse, c'est pour les débutants en bourse, et ça vous permettra de découvrir encore plus la bourse pour pouvoir commencer en bourse. Et puis je vous mets ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais, et si je suis tout simplement compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.